Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Soyez les bienvenus ce soir sur Bibouda. Voilà, pour partager cette soirée tous ensemble, pour apprendre tous ensemble. Alors, au programme ce soir, va être notre expert de la soirée, Silver Caron, qui va nous expliquer les principes du diaphragme et de la respiration, alors, qui vont de pair et qui sont extrêmement liés, tu vas nous le dire, mais aussi les champs quantiques, des choses qui peuvent être moins évidents comme ça, et pourtant, tu vas nous dire tout ça. Bonsoir Silver. Ah, on ne t'entend pas, j'ai l'impression. Moi, je ne t'entends pas en tout cas. Alors, s'il vous plaît, la régie dans le chat, coucou à tous. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit signe si vous entendez Silver ou pas? Est-ce que c'est juste moi ou est-ce que c'est tout le monde? Coucou tout le monde, coucou Louise, coucou Claudine, Marie, Eliane, Emma, Marie de New York. Coucou à tous, coucou Charles. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour pour nous dire si vous entendez Silver? Ça va peut-être revenir. En tout cas, on te voit bien. On voit que tu as plein de choses à nous dire. Alors, il faudra qu'on fasse un webinaire sur apprendre à lire sur les lèvres. Alors, merci Emma. Non, on ne t'entend pas. Essaie de partir et de revenir. Exactement. Comme ça, je laisse nos abonnés ce soir arriver tranquillement. Tu nous rejoins dans quelques secondes. À tout de suite. Comme ça vous permet à tous d'arriver tranquillement. Merci pour ce retour parce que alors moi, je ne pouvais pas savoir si c'était un problème général ou pas. Coucou à tous. Coucou Christian, Philippe, Dominica de Montreux en Suisse. Coucou à tous. Bon, moi, est-ce que... pas de son, mais attendez. Ah oui, moi, vous m'entendez. Voilà, vous n'entendiez pas... vous n'entendiez pas Silver. Merci pour ces précisions. J'ai eu un petit doute. Coucou Cécile. Là, vous êtes très nombreux ce soir. Merci beaucoup pour votre présence et votre fidélité. Alors, Silver est en train de se... Oui. Magnifique. Mais je sais pourquoi. Ne faites jamais cette erreur. Ne faites jamais cette erreur si vous êtes sur Mac et si comme moi vous faites, enfin comme nous, vous faites des webinaires. Surtout, ne vous, par erreur, je me suis connecté avec Safari. Ce qui fait que tant qu'on était sur la première partie en off, ça se passait bien. Quand tu as déconnecté et reconnecté, poum. C'est vrai. Ça n'a pas reconnecté et ça, c'est Safari. C'est vrai que c'est Chrome généralement qui est recommandé, tu as raison. Oui. Il faut se mettre sur Chrome, sur Google Chrome, ce que je viens juste de faire. Donc maintenant, vous m'entendez. Bonsoir tout le monde et merci, je peux le dire, merci d'être présents si nombreux. Vous êtes nombreux et nombreuses à vous être inscrits pour ce webinaire et un grand merci à vous. Et bonsoir Mathilde. En son et en image, c'est mieux, hein, je te confirme. C'est mieux. Bon, en tout cas, ça a permis à tout le monde de commencer à se connecter. J'ai vu de la Suisse, j'ai vu New York, j'ai vu l'Espagne avec Madrid. Donc, coucou à tout le monde. Voilà, c'est, comme vous le disiez, Silver, un vrai plaisir de vous retrouver et de passer ce moment ensemble. C'est une joie renouvelée. Chaque semaine, on se voit régulièrement. Donc, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Donc, installez-vous tranquillement. Je vous rappelle, alors, je suis persuadée... Oui, tu voulais peut-être dire quelque chose, Silver. Ah non, pardon. Je suis tout suite. Donc, je rappelle à toutes les personnes qui sont connectées ce soir, mais qui te connaissent certainement parce que tu es un habitué de Bibouda, que tu es kinésithérapeute et tu es ostéopathe des hauts du sport. Mais ta passion viscérale de transmettre t'ont amené depuis de nombreuses années, à intervenir auprès de grands groupes internationaux, de grandes entreprises, comme consultant, comme conférencier, comme formateur. Et puis, tes goûts t'ont amené à te spécialiser plutôt sur les neurosciences appliquées et le management de la performance et du changement. Et on va en parler notamment ce soir. Tout ceci est intimement lié avec le sujet. Tu es également auteur. Tu as coécrit Bon appétit, Monsieur Alzheimer avec les nutritionnistes et gérontologues du Centre hospitalier universitaire de Lausanne. Et puis, ton dernier livre, Le merveilleux, le pouvoir de tout changer, qui a été revu et augmenté. Il était déjà sorti, mais voilà, il a été modifié. Qui est excellent. Je l'ai, donc vraiment
cette intrication entre la théorie, les explications et vraiment beaucoup de pratique. Donc voilà, ce livre est absolument formidable, Le pouvoir de tout changer. Et puis voilà, de nouvelles cordes à ton arc, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Tu vas proposer tes propres podcasts, Le pouvoir de tout changer, et tu vas intervenir sur des chroniques radio, Cool Radio, où tu vas proposer des interviews sur le changement. Alors changeons, là aussi. Tu Tout vas à fait. continuer ces transmissions et ces partages. Tout à fait, tout à fait. Alors d'abord, c'est vrai, la particularité de mon livre, Le pouvoir de tout changer, c'est que c'est un des premiers livres, et ça, c'est une décision de mon éditeur, Guillaume Trédaniel, qui un jour, dans son bureau, m'a dit, Silver, ce qui serait bien, ça serait de pouvoir mettre des vidéos comme vous le faites avec Bibouda, de pouvoir mettre parce qu'il suit Bibouda, de pouvoir mettre des vidéos à la fin de chaque chapitre au travers de QR codes. Ce qui fait que c'est un livre qui est à la fois un livre où on apprend, mais aussi où où on a des exercices, etc., mais où il y a aussi dans lequel il y a des QR codes avec des accès à des vidéos. Donc, c'est à la fois du livre et de l'e-learning. Et ça, c'est très, très, très innovant. Et c'est vrai. Ludique, hyper interactif. C'est très interactif. Les gens me voient, les gens ont l'impression que je parle avec eux. Enfin bref, c'est une approche qui est très innovante et qui plaît à beaucoup, beaucoup de gens. La deuxième chose, c'est vrai, c'est ma chronique sur Cool Radio. En fait, j'ai été sollicité très récemment par un partenaire pour dire, bah, tiens, on a lancé une radio qui explose sur Internet. Et on m'a dit, mais attends, pourquoi tu ne ferais pas une chronique sur ce que tu sais faire, c'est-à-dire le changement, alors changeons. Et donc, j'ai décidé du coup de faire la chronique qui était sous forme d'interview avec un premier interviewé, donc il sortira en bimensuel à partir du mois d'avril, deux fois par mois, au milieu d'une musique absolument géniale et de programmation musicale géniale. C'est une radio qui est plutôt années 70-80. Et donc, avec des interviews, et notamment le premier interviewé qui est quelqu'un qui est connu notamment sur Bibouda, puisque j'ai fait un webinaire déjà avec lui sur Bibouda. C'était un de mes invités sur Bibouda. À l'époque de mémoire, on était interviewé par Laura Massy et c'était le webinaire sur le sommeil, les clés d'un sommeil réparateur. Et cet invité que j'aurai donc sur cette chronique radio, le premier, sur 30 minutes, n'est autre que Clément Leroy, voilà, qui est un psychologue, mais aussi conférencier et surtout athlète de l'extrême. Donc voilà, chronique que je démarre. Et puis du coup, je me suis dit, bah, pourquoi tu ne ferais pas aussi ta radio, tes propres podcasts sur Spotify, etc., etc. Donc j'ai lancé l'enregistrement de mes podcasts très récemment. Un riche programme à venir, en Que tout du cas. bonheur. Ça fait tellement de choses à faire que je ne sais plus. J'ai des choses, j'ai des formations à tourner, j'ai des choses à faire. Je ne sais plus par quoi commencer pour essayer de mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Donc, mais c'est bien, c'est mieux que l'inverse. Hein. Moi, je préfère être très actif comme ça et avoir plein de choses et plein de passions. C'est riche et c'est passionnant. Oui, Totalement. absolument. Coucou Latifa du Maroc, vous continuez à vous connecter et d'un peu partout, donc l'Italie, donc coucou à tous, Jocelyne de Guadeloupe, bienvenue à vous tous pour aborder la thématique donc de la soirée, on en parlait, diaphragme, respiration et chant quantique. Alors, on parle de dôme, on parle de méduse, on parle de parachute, toutes ces images qu'on peut donner et poser sur le diaphragme. Donc voilà, tu vas nous expliquer le fonctionnement. Et c'est vrai qu'on peut imaginer avec cette énorme amplitude que peut avoir le diaphragme, parce que tu nous expliques que il peut être souvent bloqué si la respiration est déprogrammée. Et c'est ce que tu vas nous expliquer. Donc on peut intuitivement voir l'impact sur la physiologie, mais on se rend bien compte que son impact, il a de nombreux autres actions sur tous les autres plans, que ce soit la posture, le plan des liquides, le plan vibratoire. Voilà, tu vas nous expliquer tout ça ce soir. Je vais essayer de vous donner une vision peut-être un petit peu plus exhaustive, pas complètement exhaustive, parce que, on va dire, pour parler de tout, c'est un petit peu comme l'horizon, c'est des choses qu'on tend à faire, mais qu'on n'atteint jamais, atteindre l'exhaustivité. Donc, on ne peut pas être exhaustif, mais je vais essayer de vous donner une vision la plus globale possible pour
pour arrêter d'imaginer le diaphragme comme un simple parachute, un double coupole, un double parachute qui se tend et qui se détend au rythme de notre cycle respiratoire volontaire ou involontaire. Donc, le diaphragme, c'est quoi? Le diaphragme, c'est un muscle, mais ce n'est pas qu'un muscle. Le diaphragme, c'est aussi du fascia, c'est-à-dire ce sont des fibres musculaires enveloppées et entourées de fascia. Alors, je vais parler, pour pouvoir parler de ce diaphragme et pour comprendre l'impact de ce diaphragme sur notamment d'autres champs et d'autres, on va dire, d'autres dimensions de l'humain, je vais parler des fascias aussi. C'est-à-dire que je suis obligé, on ne peut pas parler de diaphragme si on ne parle pas de diaphragme, sachant que au travers de ces, on va dire, textures faciales, le diaphragme respiratoire, parce qu'on a plusieurs diaphragmes. On a notamment le diaphragme pelvien avec le périnée, on a le diaphragme respiratoire, mais on a aussi un diaphragme crânien au niveau que les ostéopathes connaissent bien, au niveau de ce qu'on appelle la tente du cervelet, qui sépare en fait deux parties du cerveau, la partie inférieure avec le cervelet et la partie supérieure avec les hémisphères, etc., etc. Enfin bref, on a plusieurs diaphragmes et tous ces diaphragmes sont principalement membraneux. Donc musculo-membraneux pour la partie basse, plus on s'approche de la matrice de la Terre, plus on est sur du système musculaire, le périnée, et plus on remonte vers le spirituel, plus on va vers le système membraneux, puisque le diaphragme respiratoire est un mixte des deux et le diaphragme crânien est que membraneux. Donc, il faut comprendre ce que sont les membranes. Les membranes, c'est quoi? Les membranes, alors on a tendance, quand on parle des membranes, de parler donc des fascias. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont néophytes en la matière, je reprends toujours la même image, c'est l'image du poulet, on en a déjà parlé. Quand on prend un poulet, qu'on enlève la peau, il y a une membrane à l'intérieur et cette membrane, elle n'est pas extensible, elle est translucide, elle est très solide, on peut difficilement la déchirer. C'est ça du fascia. Notre corps est complètement tapissé de ce système membraneux, ce qui fait que tous nos fascias, toutes nos membranes, qu'elles soient superficielles, moyennes ou profondes, vont venir interférer, on va dire, avec ce qu'on appelle, moi j'aime appeler ces systèmes membraneux la clé de voûte de notre système d'adaptation. Et notre diaphragme est constitué en grande partie de ce système membraneux. Alors, quand on parle des fascias, souvent on utilise le terme des fascias. Moi, je vais modifier ça pour les puristes. Je vais dire le fascia. J'en ai encore parlé avec quelqu'un qui normalement est présent ce soir, qui est un confrère et ami ostéopathe à Montpellier, à Marseille, pardon, qui s'appelle Ludovic. Si tu es là, Ludovic, je t'embrasse. Tu sais de quoi je vais parler. C'est-à-dire qu'on a coutume de dire qu'on a des fascias et en fait, on a un seul et même fascia. Toutes nos membranes, tous nos fascias, entre guillemets, sont issus d'une seule et même origine, qui est une origine durmérienne. Alors, c'est quoi cette origine durmérienne pour les néophytes? C'est tout simplement dans le développement embryologique de l'humain, dans le ventre de notre maman, on a des membranes méningées, on a des méninges qui viennent tapisser notre système nerveux central, et notamment la méninge la plus externe, qu'on appelle la durmère. Cette méninge externe va venir s'extraire de la base du crâne pour venir dégouliner à l'intérieur de tout notre corps, un petit peu comme une bougie qui fond et qui va venir envelopper tout ce qui existe, tout ce qui est. Le péritoine, la plèvre, le péricarde, les accolements, on va dire, entre deux organes qui vont donner des tendons, les fibres musculaires, des ligaments, je veux dire, des fibres musculaires au niveau des muscles qui vont se réunir pour former les tendons, etc., etc. Tout notre corps n'est que membrane. Tout notre corps n'est que fascia. Je vais même dire tout notre corps n'est que fascia et liquide, à tel point que des personnes comme Marc-Henri disent que si on retire les fascias de quelqu'un, il ne reste qu'une flaque d'eau, il ne reste que de l'eau, mais vous allez comprendre un petit peu mieux après pourquoi. Donc, on est composé de ces fascias-là, et notre diaphragme est un de ces fascias, donc fait partie intégrante de tout ce système, ce cosme qui est membraneux. Et forcément, quand on va inspirer, on va avoir un impact, bien sûr, physiologique, on va avoir un impact biomécanique, c'est tout ce qu'on appelle la biomécanique viscérale, un impact biomécanique général, on va dire, sur notre corps,
On va avoir un impact métabolique sur l'oxygénation, notamment, bien sûr, ça c'est ce que tout le monde sait, notamment quand je respire pas bien, ben forcément j'ai moins d'oxygène. Forcément, c'est la première chose à laquelle on pense. Quand je respire pas bien et que je respire tout le temps avec mes épaules et ma cage thoracique, je vais avoir des tensions cervicales et des douleurs musculaires. C'est normal, c'est l'impact biomécanique. Ça, tout le monde le sait et c'est pas nouveau et je vais rien inventer si je dis ça. Du moins, rien faire découvrir. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est l'impact que ce diaphragme a dans notre respiration, à la fois sur tout le métabolisme du corps, c'est-à-dire toute la biomécanique viscérale, à savoir que tout est lié dans notre corps, hein, que je vous parle d'utérus, que je vous parle d'intestin, que je vous parle de foie, que je vous parle de rate, de pancréas, de vessie, de cortico-surrénal, etc. Tout est en lien avec tout ce qui se passe. Et on comprendra après que tout ce lien se fait aussi au travers de la connexion intercellulaire qu'il y a, qui se fait grâce à une chose, encore une fois, c'est cette eau dont on va parler. Donc tout est en contact, mais surtout dès que le diaphragme descend, forcément il impacte la mobilité de ce système viscéral, toute la biomécanique viscérale. Et il y a un principe qui est un principe très médical, mais à la fois aussi très ostéopathique, qui nous dit que c'est le mouvement qui crée la vascularisation et c'est la vascularisation qui crée la fonction. C'est-à-dire que le mouvement de ce diaphragme va venir impacter à la fois la vascularisation et au travers de cette vascularisation va venir impacter la fonction de nos organes. Tous nos organes ont des fonctions, forcément, et donc forcément, si on respire de façon dite paradoxale, ce qui est malheureusement le cas de plus de 90% de la population occidentale, et je dis bien occidentale parce que pour avoir travaillé, pour avoir vécu 20 ans de ma vie et travaillé une partie de ma vie en Asie et avoir vécu pendant plus de 17 ans en Afrique noire, je peux vous dire que ce soit en Afrique noire ou en Asie ou même en Amérique du Sud, les gens ne sont pas dans ces mécanismes de respiration inversés, les gens ne sont pas déprogrammés et reprogrammés pour avoir une respiration dite paradoxale. Par contre, dans notre monde occidentalisé, c'est absolument le cas. Alors d'abord, on va voir pourquoi on se déprogramme. Pourquoi on est tous programmés pour avoir une respiration dite paradoxale. Deuxièmement, on va voir dans ce webinaire l'impact que ça a sur les organes, mais très rapidement, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail. Troisièmement, on va voir de quoi est constitué notre corps au travers de ces flux et l'impact que ce diaphragme va avoir sur notre posture et donc forcément derrière sur une chose qui est très importante qui est notre masse liquidienne. Et on va voir comment cette masse liquidienne est à l'origine de la création, la conception de nos émotions et donc forcément derrière de nos mécanismes de pensée. Si les choses arrivent telles qu'elles arrivent, notamment dans nos mécanismes de pensée, ce n'est pas du fait du hasard, de la bonne chance ou de la mauvaise chance, d'un bon karma ou d'un mauvais karma, d'un vécu sur lequel je vais mettre toutes mes pensées en disant ouais, j'ai vécu ça, c'est normal que je pense comme ci, comme ça, comme ça. Non, si les choses se passent, c'est qu'il y a des raisons pour qu'elles se passent comme ça, et ces raisons sont en grande partie liées à notre diaphragme. Donc on va voir l'impact de ce diaphragme, je vais dire presque, et je vais utiliser volontairement le terme, la responsabilité de ce diaphragme dans tous ces mécanismes, et notamment dans ces mécanismes de pensée, au travers bien sûr d'une chose dont on va parler, qui s'appelle les champs quantiques. Alors, magnifique programme à venir. Je fais une petite parenthèse. Je vois que vous avez des questions qui commencent un petit peu à arriver. Silver prendra vraiment un temps à la fin du webinaire pour voilà, aller plus en détail si vous souhaitez des précisions peut-être dans ce qu'il va évoquer. Sachant que dans ce que je vais dire, et notamment maintenant tout de suite, là, à l'instant présent, pour ne pas faire de pléonasme, et pour répondre à Pascal, je vais déjà répondre à certaines questions et vous n'aurez pas besoin d'attendre la fin du webinaire pour avoir vos réponses parce que je vais déjà en parler tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on respire de façon dite paradoxale à plus de 90%? Tout simplement une question, on va dire, de formatage, de domestication, comme aime le dire Don Miguel Ruiz dans ses accords Toltec, c'est-à-dire de comment on est programmé à respirer. Un enfant jusqu'à l'âge de 6 ans respire quasiment normalement, c'est-à-dire avec une respiration physiologique, abdominale. La respiration thoracique haute avec une respiration abdominale et thoracique basse. La respiration thoracique haute ne se fait que dans les ampliations
extrêmes, forcés, en récupération sportive, les apnéistes, et des choses comme ça. Par contre, notre respiration est toujours basse. Et un enfant respire comme ça. Et puis, on arrive à l'école à l'âge de 6 ans, et à l'école, on est confronté au regard des autres. Et on le sait, un être humain se construit sa personnalité notamment au travers du regard des autres, et plus que tout après, du propre regard qu'il projette sur lui-même en lien avec le regard des autres. Et donc, ce regard change, et ce regard va impacter nos mécanismes de fonctionnement. Pourquoi? Parce que dans notre inconscient collectif, il est ancré que pour être fort et pour être beau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gonfler la cage thoracique. C'est le syndrome de Tarzan des super-héros. On le voit avec les gens qui arrivent l'été à la plage avec un petit bidou, et comme par magie, dès qu'ils lèvent le t-shirt, tac, plus de petits bidous, le ventre est plat. On le voit avec les super-héros à la télévision, les X-Men et autres Avengers. Les danseuses. On le voit avec les danseuses, on les voit avec les bodybuilders, on les voit avec, avec plein de cas de figure. Et ça s'est construit entre 6 ans et 11 ans. On le voit avec les papas et les mamans. Et si vous nous regardez, les papas et les mamans, avec vos enfants et vos adolescents ou préadolescents, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de leur dire rentre le ventre, redresse-toi, sors la poitrine, inspire. C'est le truc classique, c'est redresse-toi, inspire, rentre le ventre, sors la poitrine, tiens-toi droit. Et ça, c'est la pire des choses que vous pouvez faire. Pourquoi? Parce que vous allez impacter le mécanisme inconscient de programmation. Vous savez, un enfant, il suffit qu'il le fasse pendant 21 jours pour créer, mais encore même pas, parce que plus on est jeune, plus on a de méline, et moins ça prend de temps, pour créer ce qu'on appelle une voie neuronale, c'est-à-dire une habitude respiratoire. Et après, on garde cette habitude respiratoire quasiment à vie. On se retrouve à 40 ans, à se retrouver en séminaire avec un formateur qui s'appelle Sylvain Caron, qui vient et qui vous fait faire un test respiratoire, qui vous dit, mais je sais pourquoi vous avez mal partout, je sais pourquoi vous avez des tendinites, je sais pourquoi, parce que vous respirez de façon paradoxale. Ça touche 90% de la population occidentale. Donc, il faut impérativement déprogrammer ça, pour plein d'autres raisons aussi, mais il faut aussi déprogrammer ça, parce que ça a un impact, comme j'ai dit tout à l'heure, sur plein de niveaux et plein de dimensions différentes. Alors, ça, c'était le pourquoi. Pourquoi on respire mal? Pourquoi les Asiatiques et les Africains ne respirent pas comme ça? Tout simplement parce que les critères de beauté ne sont pas du tout les mêmes en Asie et en Afrique. Quand on demande à un Africain ou un Asiatique dans un village, est-ce que cette personne, elle est belle? La personne vous répond, oui, c'est quelqu'un qui s'occupe bien de sa famille, c'est quelqu'un qui s'occupe de ses enfants, qui prend soin des anciens, c'est une belle personne. Alors que si on demande à un occidental, est-ce que cette personne est belle? Il nous dira, oui, elle a de beaux cheveux, elle a de beaux yeux, elle est grande, elle est bronzée, elle est bien habillée, etc., que des critères physiques. Donc, la vision que l'on a de la beauté en Occident et en Afrique et en Asie n'est pas du tout la même, et ça contribue grandement aux mécanismes respiratoires qui vont être créés par la suite par ces personnes dans leur système éducatif. Donc, je reprends la respiration. Ça, c'était pourquoi on respirait mal. Maintenant, l'impact de cette respiration, autre que l'impact mécanique, biomécanique, sur les douleurs, les tensions musculaires, autre que l'impact, on va dire, sur l'oxygénation, bien sûr, même si l'impact est énorme sur l'oxygénation, on le sait, dès lors qu'on respire de façon paradoxale, on vient, on va dire, limiter l'amplitude diaphragmatique, et cette limitation d'amplitude diaphragmatique va avoir un impact sur l'oxygénation qui va baisser. Et il y a une loi, un principe très médical qui dit que moi j'appelle la loi de l'artère, mais je crois qu'elle s'appelle la loi de l'artère, qui dit que un organe qui est bien vascularisé, donc bien oxygéné, a 2 fois moins de risque de déclencher une pathologie qu'un organe qui est mal vascularisé, mal oxygéné. C'est-à-dire que quand vous respirez de façon dite paradoxale, comme 90% de la population, forcément, vous multipliez par 2 les risques de tendinite, les risques de lumbago, les risques de cancer, les risques d'infarctus, etc., 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 etc. Toutes les pathologies sont démultipliées. Rappelez-vous toujours que pour avoir une pathologie, il n'y a pas que le facteur déclencheur, il y a aussi le terrain qui est fondamental et l'émotion. Et là, je vous parle du terrain. Je vous parlerai des émotions après, quand on parlera du diaphragme en lien avec les émotions. La chose suivante, après, c'est l'impact diaphragmatique sur le système viscéral, sur tout notre système viscéral. Tous ces viscères, c'est quoi? C'est du fascia avec un métabolisme à l'intérieur de ces fascias. Chaque viscère a une fonction. Et vous comprenez bien que le mouvement crée la vascularisation. Oui. Non, pardon. Je t'ai vu figer à un moment donné. Pardon, non, mais tout va bien.
tous Excuse-moi. ces viscères ont un mouvement, ont donc une fonction. Et cette fonction comment dire, de physiologique est en lien avec la mobilité du diaphragme. Donc forcément, si j'ai un diaphragme qui est inversé, je vais avoir un impact qui va être un impact derrière sur le foie, avec le drainage toxinique, avec le pompage du foie. Tout ça, c'est des choses dont je parle souvent beaucoup et qui sont fondamentales parce qu'après, il ne faut pas s'étonner d'avoir des toxines dans les systèmes articulés, musculaires, périphériques, c'est-à-dire dans les muscles, dans les psoas, dans les articulations, avec des douleurs dans les articulations, dans les mains, dans les poignets, dans les coudes, dans les épaules. Tout ça, c'est lié à une inversion de mobilité diaphragmatique, c'est-à-dire une image motrice de la mobilité diaphragmatique qui est inversée à cause de cette respiration paradoxale. Il y a un impact aussi sur l'intestin grêle, vous savez, ce fameux second cerveau. Déjà, le lien est en train de se faire avec, c'est pas le seul, vous allez voir, hein, avec nos émotions, puisque ce siège émotionnel, le siège de nos émotions, en fait, c'est quoi? C'est un intestin qui est une glande endocrine, qui est au travers des plaques de Peyer qui la constituent, qui est une glande qui va sécréter notre intestin grêle. C'est pas que la digestion, ça va sécréter aussi notamment une neurohormone qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine qui est la neurohormone de la fierté, de la reconnaissance de soi, de l'estime de soi. On l'appelle l'hormone de l'ego. Et qui va être à l'origine, c'est une des 4 neurohormones, du fait qu'on a des pensées positives ou des pensées négatives. Coucou Mathilde, t'es revenu, etc., etc., etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de comment on respire, on va venir impacter cette sécrétion de sérotonine. Et puis, il y a toutes les glandes en dessous. Il y a le cortisol dont j'ai parlé dans d'autres webinaires, cette fameuse neurohormone du stress qui va venir générer un stress cellulaire. Et quand on va respirer de façon paradoxale, on va exacerber cette sécrétion de cortisol. Pourquoi? Parce qu'on a une pression constante sur les corticosurrénales qui vont venir donc sécréter, 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 et on va se retrouver en hypercortisolémie. J'en ai parlé encore il n'y a pas longtemps sur un webinaire sur le stress qui en parlait bien de ce cortisol. Je ne vais pas revenir dessus, mais pour moi, c'est une des neurohormones les plus importantes à gérer dans notre vie, dans notre quotidien, dans la gestion de nos émotions, et pas que. Donc, tout ça, c'est l'aspect physiologique, biologique. Et vous comprenez bien que quand vous respirez de façon paradoxale, forcément, vous impactez toute la physiologie utérine, ovarienne, etc., etc., etc. Donc, on a tout intérêt, on va dire, à retrouver une respiration pour toutes ces bonnes raisons-là. Déjà, principalement, on a intérêt à retrouver une bonne respiration. C'est la raison pour laquelle, en fin de webinaire, j'ai programmé 2 exercices. Le premier exercice qui est une reprogrammation de la respiration, que j'appelle moi une reprogrammation neurocorticale de la respiration, c'est-à-dire recréer une nouvelle voie neuronale qui vient donc une nouvelle habitude respiratoire. Et je vous donnerai les clés. Alors, je ne changerai pas votre respiration, vos mécanismes respiratoires sur une séance qui va durer 4-5 minutes. Par contre, je n'aurai pas cette prétention. Par contre, ce que je vais faire sur ces 4-5 minutes, c'est vous donner la méthodologie pour que vous puissiez, vous, ensuite, chez vous, répéter, 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 répéter et créer cette voie neuronale pour modifier, impacter et derrière impacter la physiologie de votre foie, de votre intestin, etc. pour changer tout votre métabolisme, pour changer toute votre physiologie, votre biophysiologie qui va faire que vous allez pouvoir performer ou pas. Et c'est au travers de ça que vous allez pouvoir changer les choses. Avec un impact, mais vous n'avez même pas idée de l'impact de cette respiration et d'une respiration physiologique, on va dire, sur tout votre métabolisme et sur tout votre être. Donc ça va être une partie très importante. Le Et diaphragme, puis surtout, voilà, oui. Le diaphragme peut descendre jusqu'à 12 ou 14 cm, non? C'est pas, on n'est pas dans cette... Tout à fait. Quand on prend en ostéopathie, quand on fait une palpation du foie au niveau derrière, notamment au niveau d'un espace costal derrière, qui nous permet de pouvoir mettre la main, on va dire, sur la base postérieure du rein, et qu'on vient palper ce rein, du moins le sentir au travers donc de son psoas, c'est-à-dire parce que le rein, en fait, c'est quoi? C'est un organe de chaque côté qui est posé un peu comme une locomotive, comme une roue de locomotive, comme ça, sur le psoas. Et il glisse, il descend sur le psoas. Quand on inspire, les reins descendent sur le psoas. On sent les reins descendre d'environ sur une amplitude qui est, alors elle est en moyenne, on va dire, à 12 cm. C'est gigantesque.
Enfin, C'est énorme. Ça veut dire si je dis... entre 10 et 14. Quand on est sur une respiration physiologique, j'entends Oui, oui, bien. bien sûr. Maintenant, les gens qui sont sur des respirations paradoxales ont des diaphragmes. La plupart des gens, ça c'est un test qui est impressionnant à faire quand je fais faire la respiration, et vous le verrez tout à l'heure. La plupart des gens ont tendance à être ce qu'on appelle sur bon, moi j'appelle ça des apnées-inspire, mais ont tendance à être en fait plus facilement sur l'inspire que sur l'expiration. Ont du mal à aller dans l'expiration. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à aller dans la détente musculaire diaphragmatique. Oui, Rappelez-vous oui, que le diaphragme se détend sur l'expiration, sur le souffle. Plus je souffle fort, plus il se détend, plus c'est mon transverse qui prend le relais. Même si j'inspire un tout petit peu, il se tend. Donc on est plus souvent sur des inspires que sur des expires. Et pour beaucoup de gens ont du mal à aller dans l'expire parce qu'ils ont du mal à aller dans la détente. Et c'est tellement habitué, tellement une habitude pour eux d'aller dans l'inspire que ils ont tendance à rester plus dans les inspires. C'est pour ça que cette reprogrammation, vous verrez tout à l'heure, se fera beaucoup plus dans l'expire que dans l'inspire, tout simplement pour habituer votre cerveau et programmer, donner l'information à votre cerveau que ce qui est fondamental, ce n'est pas l'inspire. L'inspire est un process naturel, c'est un réflexe naturel. Ce qui est fondamental, c'est le principe d'expiration qui, lui, est un acte volontaire. Et ce n'est pas du tout la même chose entre un acte oui. automatique, réflexe, et un acte volontaire. Et d'ailleurs, quand on parle de la respiration, on ne dit pas l'inspiration, c'est la vie. On dit le souffle, c'est la vie. L'expiration, c'est la vie. C'est-à-dire que pour bien vivre, il faut apprendre à bien souffler, à bien expirer. C'est la raison pour laquelle on focalisera plus sur l'expiration dans cette reprogrammation tout à l'heure. Donc ça, c'est une chose fondamentale. Par contre, ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, c'est l'impact qu'a tout ça sur ces fascias, parce que je vous ai dit que tous nos fascias sont un seul et même fascia, et que le diaphragme fait partie de ces fascias, de ces membranes. D'accord? Et forcément, vous comprenez bien qu'en fonction de la mobilité diaphragmatique qui va venir et de ces tensions qu'il va y avoir derrière, à différents niveaux, hein, parce qu'il n'y a pas que aussi la respiration, il y a aussi des aspects toxiniques. Je prends un exemple, si j'ai beaucoup de toxines et puis que je suis par exemple footballeur à faire toujours une frappe, je suis droitier footballeur et je frappe toujours à droite, je frappe toujours à droite et je fais mes tacles toujours du même côté, je vais toujours avoir le même psoas, le muscle starter de la flexion de hanche, qui va être spasmé d'un côté. Sauf que ce psoas a les mêmes insertions que mon diaphragme. Mais si mon psoas il est chargé en toxines et qu'il est contracté, forcément, il va contracter la coupole diaphragmatique du même côté. Donc, il n'y a pas que la respiration qui vient impacter le diaphragme. Il y a aussi tous les schémas posturaux qui vont venir impacter ces diaphragmes, ou du moins ces coupoles diaphragmatiques et ces tensions membraneuses diaphragmatiques. Mais ces tensions membraneuses vont avoir un impact forcément derrière sur une chose qui est fondamentale, à savoir ce qu'on appelle nos flux liquidiens. Alors, je vais essayer d'expliquer très basiquement ce que sont ces flux liquidiens. Nous sommes composés, vous le savez, je le sais, Mathilde, tu le sais, d'environ en moyenne entre 60 et 70% d'eau physiologique, volumétrique, 90%, plus de 90% quand on est un nourrisson, à peu près 70-72% quand on est un adolescent. Et puis quand on vieillit, quand on arrive à des âges avancés comme le mien, on commence à être plutôt sur 55-60% de volume, on va dire, d'eau physiologique, volumétrique, qui est une eau tissulaire, qui va se trouver dans les tissus, qui va se trouver dans les disques intervertébraux, dans les muscles, les tendons, dans les aponeuroses, dans le tissu conjonctif, etc., qui va créer le sang, enfin, qui va être la lymphe, etc. Tout ça, c'est de la flotte, hein, c'est du liquide, et ça rentre dans cette volumétrie-là. Mais on a une autre eau, qui est une eau, on va dire, ça c'est de l'eau visible, on a une autre eau qui est une eau invisible. Cette eau invisible a été décrite par Marc-Henri, que tu connais bien, parce que je crois que tu l'as interviewé. Tu as fait une interview avec Marc-Henri, ouais, dans un jardin, je l'ai vu. Et donc, Marc-Henri, c'est qui? C'est un grand professeur qui enseigne à l'Université de Strasbourg et qui est un des grands spécialistes, on va dire, de l'eau et de l'eau quantique. En fait, cette eau qui nous constitue principalement, qui est cette eau invisible, une eau
fractale, une eau interfaciale, structurée ou déstructurée, ça va dépendre de plein de choses, est une eau qui se trouve dans ce qu'on appelle dans les espaces, dans les champs quantiques, c'est-à-dire dans l'invisible. Vous le savez peut-être, mais si vous ne le savez pas, vous allez le savoir maintenant, que tout ce qui est dans l'univers, tout ce qui existe dans l'univers est composé majoritairement de vide. Ça, je ne vais pas donner le chiffre, 99,999% de vide et seulement 0,0001% de matière. Et qu'on a tendance à décrire ce qui est au travers de la matière, alors qu'on devrait le décrire au travers de ce qui est vide. À savoir que vous prenez de l'immensément grand au plus petit, il y a toujours 99,99999% de vide. Que vous partiez des galaxies, des voies lactées avec les galaxies entre lesquelles il y a 99,999% de vide jusqu'à la plus petite structure au niveau même de l'électron, il y a 99,9999% de vide. Il n'y a quasiment que du vide. Et ce vide a des densités qui a été décrite notamment par certains chercheurs. Certains parlent de 10 puissance 93 grammes par centimètre cube de densité. Enfin bref, ce vide a une énergie vibratoire. Et dans ce vide, au niveau de notre corps, se situe, dans ce vide qui se trouve au niveau cellulaire, se situe ce qu'on appelle cette eau moléculaire, telle que décrite par Marc-Henry, qui est une eau différente. Pourquoi? Parce qu'elle est à triple liaison hydrogénée, c'est-à-dire que ce n'est pas une eau H2O, mais une eau H3O2, et qui est une eau, on va dire, qui est à mi-chemin entre le solide et le liquide, c'est-à-dire c'est un aspect un peu gélifié, mais surtout, c'est une eau qui va avoir un impact absolument gigantesque sur qui on est et sur nos mécanismes de fonctionnement. Cette eau qui se situe entre tous nos fascias, c'est pour ça Marc-Henry disait, et a coutume de dire que si on retire, et Stéphane Drouet dit la même chose, si on retire les fascias de quelqu'un, il ne reste qu'une flaque d'eau, parce que nous sommes composés à 99,1% d'eau moléculaire. J'insiste sur le 0,1%, sur le 1%. C'est pas 99%, c'est 99,1% d'eau moléculaire. C'est important, 1%. C'est 0,1%. C'est fondamental. La précision et de rigueur. C'est la précision, on va dire, de Marc-Henry, qui est très précis à ce sujet. C'est très important d'en prendre conscience. Pourquoi? Parce que nous ne sommes composés quasiment que d'eau. Chacune de nos cellules est composée de 20, on a 100 000 milliards, entre 80 et 100 000 milliards de cellules en fonction de nos âges, on va dire, et chacune de nos cellules est composée de 22 milliards de molécules d'eau structurées, invisibles, interfaciales, plus ou moins structurées, ça on le verra, mais surtout qui est cette eau qui va être à l'origine de flux liquidiens. C'est-à-dire que dans tous ces fascias, il y a de l'eau, vous imaginez, de l'eau invisible, mais de l'eau. Et cette eau, on va dire, est en mouvement, comme bien sûr toute eau. Et vous le savez, le premier conducteur vibratoire électrique, c'est l'eau, forcément. Et cette eau, elle est, on va dire, en mouvement perpétuellement. Et dès lors qu'on va respirer, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mobiliser notre diaphragme. C'est-à-dire qu'on va venir mobiliser ces flux liquidiens. Cette mobilisation, alors il n'y a pas que la mobilisation, parce qu'il y a aussi l'alimentation que l'on a, les mécanismes de pensée que l'on a, etc., etc., mais ça, on le décrira peut-être ultérieurement. Cette fluctuation va venir, on va dire, structurer ou déstructurer cette eau au travers notamment de ces mouvements intermoléculaires. C'est-à-dire de ce qu'on appelle, entre chaque molécule d'eau, il y a des mouvements, enfin, il y a des vortex qui se mettent en place et qui vont créer des espaces entre les molécules d'eau qui vont impacter, on va dire, les flux liquidiens et donc notamment derrière, ces flux liquidiens corporels, invisibles, vont être à l'origine de flux électriques. Et ces flux électriques qui sont créés par ces flux liquidiens vont remonter par un système qui s'appelle le système neurovégétatif et notamment le nerf vague, qui est un des principaux nerfs crâniens, le pneumogastrique, qui est, on va dire, le plus long des nerfs crâniens, puisqu'il part de la tête, il descend jusqu'en bas, donc forcément c'est un des plus grands. C'est, comment dire, tout le monde connaît le malaise vagal. Vous savez, quand
on a la tête qui tourne, boum, on tombe dans les pommes, on a une baisse de tension, on a le ventre avec les papillons dans le ventre, etc. Ça, c'est le malaise vagal, c'est tous les symptômes d'une dystonie vagale. Donc, c'est au travers de ce nerf que les influx électriques vont remonter, donc par ce système neurovégétatif. Le système neurovégétatif, le système indépendant de notre volonté. On a le système dépendant de notre volonté. Je décide de prendre le verre pour mettre à la bouche. Je bois, j'ai mis mon verre à la bouche, je l'ai fait volontairement. Par contre, tout le mouvement derrière de péristaltisme intestinal qui va amener cette eau dans mon système digestif, et puis au moment où ça passe, hop, j'ai une petite chair de poule derrière, etc. Tout ça, c'est indépendant de ma volonté, c'est le système neurovégétatif. Et bien, c'est au travers de ce système neurovégétatif que ces flux électriques remontent et vont remonter vers où? Ben, tout simplement, vont remonter jusqu'à d'abord mon intestin grêle, qui est bien sûr déjà impacté par la mécanique, la biomécanique viscérale, dans ses fermetures, ouvertures, etc., avec l'équilibre de son microbiote derrière et de ses plaques de Peyer qui vont être à l'origine derrière de notre bien-être ou de notre mal-être. Rappelez-vous, hein, c'est 90% de la sérotonine, l'hormone de la fierté, de l'estime de soi, est sécrétée par cet organe, l'intestin grêle. Donc une première réaction comme ça, mais surtout un deuxième impact derrière, c'est l'effet qui se coule. Boum, le système neurovégétatif qui remonte et en remontant vers mon système central va venir passer par mon système, par mon intestin grêle et va venir impacter les flux électriques au niveau de mon intestin grêle. Et puis ça va remonter, ça va continuer à remonter. Et en remontant, ça va passer par le cœur et ça va impacter ces flux électriques. C'est pour ça que quand on modifie la respiration de quelqu'un, quand on modifie la posture de quelqu'un, Oui. on observe systématiquement des modifications des électrocardiogrammes, des électromyogrammes et des électroencéphalogrammes. C'est systématique, c'est la modification des flux électriques. Et ça passe par le cœur. Ça va donc impacter la physiologie et donc le cœur dans sa notion de, on va dire, pas que physiologique, mais aussi vibratoire. Rappelez-vous que le cœur est un organe qui est le plus puissant qui soit d'un point de vue rayonnement vibratoire. Et puis, ça va remonter encore. Et ça va remonter jusqu'où? Ça va remonter jusqu'à mon système central, notamment mon système limbique, le cerveau émotionnel, mais en passant par une partie de notre cerveau qui s'appelle le tronc cérébral. Et tronc cérébral dans lequel j'ai appris très récemment qu'il y avait des, on va dire, des structures, des structures qui viennent interférer avec notamment le diaphragme, qui sont à l'origine de la physiologie, en fait, du moins la neurophysiologie du diaphragme. Et puis, ça va remonter jusqu'au système limbique. Et là, ça va faire quoi quand ça va arriver au système limbique? Eh bien, ça va tout simplement venir rentrer en résonance, ces flux électriques, avec nos mémoires, qui sont nos mémoires passées, notre vécu, ce qu'en Ho'oponopono, on appelle nos mémoires erronées, ce qu'on appelle nos croyances, etc. etc. Tout ça, c'est au niveau limbique. Et ça va venir entrer en résonance avec ça pour être à l'origine, ces flux électriques, à l'origine de notre système émotionnel. Je ne vais pas dire un système de pensée parce que c'est d'abord notre système émotionnel qui est impacté, la gestion de nos émotions, et ce sont ensuite ces émotions-là qui vont, au travers de ces mémoires, qui vont être à l'origine des mécanismes de pensée que l'on va avoir. Et ces mécanismes de pensée vont revenir en effet feedback derrière pour venir impacter, c'est tout le travail d'épigénétique, pensée négative, pensée positive, etc., vont revenir pour impacter notre codage ADN derrière, notamment pas notre chaîne d'ADN parce qu'elle est immuable, on est qui on est avec l'ADN que l'on a, mais l'activation et la désactivation de nos gènes derrière qui vont être impactés d'un point de vue cellulaire par ce biofeedback, ce feedback, on va dire, au niveau de nos pensées. Et donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis, ces pensées vont être à l'origine de nos mots, de nos actes. Et bien sûr, quand elles sont dans le domaine du subconscient, vont être à l'origine de nos mots, M-A-U-X, avec l'émotion derrière. Et puis, toujours, l'émotion, elle est toujours là derrière. Hein. Je peux faire tout ce que je veux en pensée positive, je vais bien, tout va bien, tout va bien. Si derrière, j'ai la peur de ne pas aller bien, forcément, je n'irai jamais bien. J'ai beau me convaincre, on va dire, que je vais bien au niveau de mes pensées, si derrière mes schémas émotionnels font que, d'où l'importance de libération émotionnelle. C'est très important parce que ces émotions qu'il y a derrière vont venir en biofeedback derrière impacter
les vortex de ces flux liquidiens, de ces espaces intermoléculaires liquidiens. C'est ce que Stéphane Drouet et Marc-Henri appellent on est l'eau que l'on consomme, parce que forcément, en fonction de la qualité de l'eau qu'on consomme, on va venir modifier ces espaces, et ça, c'est tous les travaux même du CNRS. Mais on devient l'eau que l'on a en nous devient qui on est, c'est-à-dire en fonction de nos pensées, on vient impacter aussi ces flux on va dire ces vortex intermoléculaires et ces flux liquidiens. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi les mouvements respiratoires qui vont venir, les mouvements diaphragmatiques, au travers de ces mouvements de ces fascias, qui vont venir impacter aussi derrière tous ces flux liquidiens et qui vont venir impacter qui on est et comment on est. Donc, c'est vraiment un mécanisme qu'il faut intégrer parce que forcément, ça veut dire qu'il faut faire quoi? Ça veut dire que bien sûr, il faut avoir une bonne alimentation pour pas venir perturber ces liquides. Il faut avoir une bonne hydratation. Et ça, je redis très très souvent, beaucoup de gens s'imaginent bien s'hydrater parce qu'ils boivent 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Mais on en a parlé et tu le sais mieux que quiconque en tant que naturopathe et en plus, pour avoir travaillé un petit peu avec Marc-Henri, on peut boire 2 litres d'eau par jour et être en déshydratation majeure quand on boit une eau qui est polyagglomérée avec des molécules d'eau qui ne passent plus la membrane cellulaire, l'eau du robinet, l'eau en bouteille, etc., même si ce sont des eaux de source en bouteille, et encore plus si ce sont des eaux minérales, on a une déstructuration totale de la molécule d'eau qui va venir impacter derrière ces flux liquidiens. L'alimentation, bien sûr, mais aussi, plus que tout, la respiration derrière, avec un impact à la fois biomécanique, physiologique, biomécanique, physiologique et vibratoire. Ouais. C'est vertigineux. On le sait tous qu'on doit bien respirer, mais c'est toujours bon d'apprendre. Peut-être que certaines personnes parmi nous n'avaient pas du tout conscience de ça, ou parfois on en a entendu parler, mais on oublie. Sans le sens, tout devient difficile et un peu coûteux de mettre les choses en place. Je dois bien respirer, je dois bien le faire. C'est coûteux pour le système nerveux. Mais fait, quand on comprend le sens et qu'on voit toute la chaîne, la cascade que tu nous réexpliques là, tout de suite, on comprend le bien que ça nous fait et c'est moins coûteux. Et donc, c'est important que tu nous en fait, ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord, il faut bien respirer. C'est comme les gens qui disent il faut que je lâche prise, il faut que je lâche prise, il faut que je lâche prise. J'adore la phrase d'Alexandre Jolien qui disait comment faire lâcher le mental avec le mental. Il faut que. C'est compliqué. C'est compliqué et les gens n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que rien que il faut, déjà, ça met des barrières et ça veut dire que ça ne se fera jamais. Donc, j'extrapole quand je dis ça et je ne veux rien induire, mais il faut que déjà est un frein majeur à l'application et au changement. Il faut que je change. Non, je change, je le fais. Mais pour pouvoir le faire, il faut être dans la conscience des choses. Et on ne peut changer, c'est ce que je passe mon temps à dire en conférence ou en formation ou en séminaire, on ne peut changer que ce dont on a conscience. On ne peut pas changer quelque chose que l'on ignore. Et moi, mon rôle en tant que conférencier, mon rôle en tant qu'auteur ou mon rôle en tant que formateur, c'est juste de remettre la conscience au quotidien, à chaque instant, dans tout ce que l'on fait. La conscience dans notre alimentation, la conscience dans notre posture, la conscience dans notre respiration, la conscience dans notre hydratation, la conscience dans nos mécanismes neurophysiologiques, la conscience dans nos émotions inconscientes. On peut remettre dans la conscience, de la conscience dans l'inconscience. On peut le faire. On a cette capacité de pouvoir le faire. Mais pour pouvoir le faire, il faut juste en être conscient. Et j'adore cette phrase. Cette phrase, c'était qui c'est qui le disait? Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ah oui. C'est-à-dire que pour eux, dans leur conscience, c'était possible. C'était cette histoire de ce jeune en faculté, en université, en école de mathématiques aux États-Unis, qui s'endort à la fin de son cours. Est-ce que tu connais cette histoire? Alors là, comme ça ne me dit rien. Je veux bien que tu nous racontes. En fait, dans une université américaine, un jeune, un cours de mathématiques,
le jeune s'endort. Pendant le cours, il a fait la fête la veille, une soirée étudiante, machin, etc. Et puis il s'endort. À la fin du cours, il s'endort, il est dans les bras de Morphée, mais alors totalement, quand le prof leur donne un exercice à faire. Et le prof a une phrase au moment où il donne l'exercice en disant « Je mets au défi quiconque de réussir à trouver la solution à ce problème mathématique, puisque personne n'a jamais réussi à le trouver. » Et tous les élèves l'entendent, sauf lui, parce qu'il dormait. Et donc, les élèves se réveillent, tac, tac, et puis lui, il prend ses affaires, puis il rentre chez lui, on lui donne l'exercice, mais on lui dit rien. Et on lui donne l'exercice, et il rentre chez lui. Et le mec, il trime, et il fallait rendre l'exercice pour le lendemain. Et le mec, il trime toute la nuit, et il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit, et il fait son exercice. Et il y passe la nuit, hein. Et le lendemain, il arrive, et il donne l'exercice, et c'est le premier élève dans cette faculté à avoir trouvé le résultat. Il a eu un parcours derrière après, je crois, qui était extraordinaire, mais il trouve le résultat. Et en fait, ce qui a fait qu'il a trouvé le résultat, c'est juste qu'il ne s'est pas mis de barrière parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. Pour lui, tout était possible, donc il l'a fait. Et c'est exactement la même chose pour la respiration, pour les changements, pour les modifications. Si on se met des barrières, il faut que, ça veut dire qu'on commence à mettre l'impossible dans le possible. Et il faut juste réapprendre à remettre tout est possible à qui le veut vraiment. C'est-à-dire que on est des êtres, ce que je dis tout le temps, on est des êtres, des super-héros en puissance, on a des êtres extraordinaires avec un pouvoir extraordinaire. C'est le pouvoir de tout changer, il faut juste en être conscient et ne pas se mettre de frein derrière et décider de le faire. Et cette décision, cette conscience, elle passe par la conscientisation de tous nos mécanismes de fonctionnement, pas que quand on respire, mais aussi quand on mange, quand on marche, quand on discute, quand on communique, quand on écoute les autres, communiquer, etc., etc. Toujours dans la conscience. Et donc, c'est cette conscience respiratoire qui fait que, et après, on peut changer, quand on en a conscience, on peut changer un petit peu, beaucoup, ou passionnément. C'est le libre choix de tout un chacun, et puis ce qu'on est capable de faire à ce moment-là, à l'instant T de notre vie, par rapport à notre capacité d'adaptation. Mais au moins, on fait les choses en conscience. Et c'est ça qui est important. Prenez conscience de l'impact de la respiration sur vos mécanismes. Comprenez comment ça fonctionne, et prenez conscience que vous pouvez le changer. On va faire l'exercice juste après tout à l'heure. Et voilà, c'était bien que tu le rappelles aussi, il n'y a pas de petits changements. Ah Tout non, tout changement, changement est important, mais tout changement est fondamental, tout changement est un cadeau que l'on fait à notre corps. et Tout. l'exercice que tu vas nous partager là, tu nous as dit que ça durait quelques minutes, peut-être 4-5 minutes. Donc 4-5 minutes dans une journée, c'est peu. Et c'est déjà, avec l'impact de la respiration que tu nous as partagé ce soir, c'est déjà monumental ce qu'on peut améliorer et modifier dans notre vie. Tout à fait. Surtout que quand on va faire cet exercice, et c'est ce que je souhaiterais que tout le monde puisse faire, c'est juste faire cet exercice en conscience, c'est-à-dire avec la conscience de l'impact que ça a derrière sur nos flux liquidiens, sur notre posture, parce que notre diaphragme, il impacte notre posture aussi. Quelqu'un qui est tendu, qui a un diaphragme tendu, il va venir fermer sa posture, il va modifier sa posture, il va s'enrouler. Si j'ai une coupole diaphragmatique droite qui est spasmée avec un psoas qui est tendu, je vais être dans un schéma adaptatif de torsion. Si Ludo m'écoute, et je débrieferai demain avec lui, on se rappellera, il me dira s'il était là et s'il m'a entendu, il ne pourra pas me contredire. C'est-à-dire qu'on se met dans un schéma de torsion, un schéma adaptatif. J'ai une petite parenthèse pour Ludo, parce que je raconte quand même une petite anecdote personnelle. On a fait nos études d'ostéopathie ensemble. Ostéopathe extraordinaire à Marseille, je fais sa pub. Mais surtout, c'est une personne qui, pour la première fois, il y a 10 ans à peu près en arrière, un peu plus de 10 ans, je pense, on mangeait en fait sur le bord, sur la corniche, un restaurant de plage à Marseille, donc au bord de l'eau. Et c'est la première fois que cette personne m'a parlé donc de champs unifiés, de flux quantiques et de certains chercheurs, et notamment de Nassim Haramein, il s'en rappellera. Et donc ça a été à l'origine, on va dire, de tout mon travail. Et puis sans oublier que c'est aussi lui qui m'a mis la petite graine, on va dire, dans la tête il y a 20 ans en arrière en me disant, tu devrais, c'était en 2003, en me disant, tu as toutes les compétences, tu devrais être formateur, tu devrais le faire. Et lui-même était formateur, donc je lui ai dit, bah, tiens, je vais venir voir, et si ça me plaît, je le ferai. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Si je suis aujourd'hui à vous parler devant cet Merci écran, Ludovic. merci Si Ludo, tu c'est en grande partie grâce à toi, donc un grand merci et gratitude. Donc voilà, pour remercie. revenir à ça, ça impacte, et Ludo ne pourra pas contrecarrer ça, ça impacte nos schémas posturaux. Donc forcément,
forcément, la posture venant impacter derrière les flux liquidiens. On connaît pour bon nombre les travaux d'Amy Cuddy sur les postures ouvertes, les postures fermées. Si vous ne connaissez pas, je vous laisse ce qu'on appelle les power postures. Je vous laisse aller voir sur Google, aller googliser Amy Cuddy, power posture. Ou Dynamica, je le glisse ici. Tu avais fait un très beau dossier où tu en parlais. Ah ben j'en parlais aussi, bien sûr, on le glisse, bien sûr. Tu as fait un magnifique dossier là-dessus. Bien sûr. Ah ouais. Mais je n'osais pas en parler, donc détail. Je préfère promouvoir les autres. Mais non, mais bien sûr, j'ai fait aussi un dossier énorme sur Dynamica, sur la posture, bien sûr. On parlait et quand on comprend, et quand on regarde notamment sur des structures comme Dynamica, quand on regarde, pas mes webinaires, mais mes modules, on va dire, plus associés aux modules des autres, et qu'on commence à comprendre les mécanismes, notamment au travers de ces flux liquidiens, et qu'on commence à faire le lien entre tout, tout s'éclaire. C'est un petit peu comme si on allumait, on va dire, la lumière dans une pièce. La lumière vient, la lumière est, et là, les choses s'éclairent et tout paraît tellement plus clair, on va dire, dans nos mécanismes de fonctionnement. Et c'est là qu'on se rend compte que les plus grands freins qu'on se met, on se les met au travers de la mécompréhension et de la méconnaissance de nos propres mécanismes de fonctionnement. Et ça, c'est fondamental. Et la respiration, le diaphragme et ces flux liquidiens quantiques en sont en grande partie responsables de ces modifications de notre être. Ouais. Donc, on a tout intérêt à les changer et à en prendre conscience. C'est passionnant ce que tu nous dis et voilà, tu nous parlais de ces petites briques de changement qu'on peut mettre dans le quotidien. Donc, si vous souhaitez aller plus loin dans ces changements et apporter ces petites briques sur la respiration, sur la posture, tout ce que tu nous as partagé ce soir. Ce soir, on vous propose 2 formations que tu nous proposes pour aller encore plus loin dans ce que tu nous as dit ce soir. Donc, les clés de la performance sportive appliquées au quotidien et les clés du tai chi au service de votre développement personnel. Donc, on peut parler un petit peu de ces 2 formations. Oui, donc, il y a vraiment c'est du tai chi. Tu parles justement de ces liens électromagnétiques, de ce chi qui monte et qu'on doit faire vibrer. Moi, bien sûr, et vous comprendrez que pour moi, quand on parle de chi, quand on parle de ki, quand on parle de source, pour ceux qui s'intéressent à des personnes comme, comment il s'appelait déjà, le pouvoir de l'intention, Wayne Dyer, qui parlait de la source, Wayne Dyer, qui a écrit Le pouvoir de l'intention. À écarteler, c'est le moment présent. Le pouvoir du l'instant présent, pardon, j'ai confondu. Donc, quand on parle de source, quand on parle de champ unifié, de chi, de ki, etc., on parle de la même chose. On parle de ces flux vibratoires quantiques, de cette énergie qui se trouve dans ces vides quantiques, qui est, transmise, qui est, on va dire, qui impacte tout au travers notamment de ces flux liquidiens, de ces flux vibratoires liquidiens. Donc, l'eau est omniprésente, l'eau est partout. Je pourrais même dire que l'eau est partout dans l'univers. Tout est eau dans l'univers. Donc, on a vraiment intérêt à prendre conscience de ça. Donc, quand on parle du chi en formation tai chi, forcément, le tai chi, pourquoi j'ai voulu parler de cette formation tai chi dans ce webinaire? Parce que j'ai fait cette formation qui me tient à cœur avec un monsieur qui s'appelle Brice Clément, qui est maître tai chi et qigong, qui est une formation extraordinaire en fait, parce que pour moi, le tai chi et le qigong sont les bases fondamentales, comme l'art zazen, sont des bases fondamentales du développement personnel. Ce sont les premières pierres, on va dire, du développement personnel. Et tout ce qu'on fait en tai chi, en qigong, ce sont des préceptes qui nous impactent en développement personnel. Le lâcher prise, l'écoute active, le mouvement, le flux, tout est dans le mouvement, tout est dans la conscience de ce mouvement. Et quand on observe le tai chi, on se rend compte que tous ces mouvements qu'on fait faire avec les petits exercices, qui sont des petits entre guillemets exercices, qui sont en fait des exercices très simples à faire pour tout néophyte, ce se fait toujours au travers de ce flux liquidien, de ce mouvement, avec ce travail respiratoire. Il y a toute une partie dans la formation tai chi sur la respiration pour travailler sur ces flux liquidiens. Et donc, on associe à la fois une certaine conscientisation du fonctionnement, on va dire, de notre être,
dans notre développement. Alors, avant de parler de développement personnel, j'irais plutôt dans notre conscience personnelle, parce que pour pouvoir développer, il faut déjà être dans la conscience d'eux. Donc, je préfère le terme de conscience personnelle que de développement personnel. Après, on développe une fois qu'on a pris conscience. Et c'est à la fois ce travail de conscience personnelle et ce travail dans le mouvement au travers des exercices de tai chi que tout le monde peut faire. Ce sont des exercices qu'on peut répéter tous les jours, un petit peu, et qui vont petit à petit nous amener dans ce changement, qui vont petit à petit nous amener dans cette conscience. Et puis, il y a la deuxième formation qui sont les clés des grands sportifs, enfin les clés des sportifs au service de la performance sportive au quotidien, au service de notre quotidien, appliqué au quotidien. C'est-à-dire, ce sont des clés que j'utilisais en tant que kiné, ostéopathe du sport, pour permettre à tous ces sportifs de performer d'un point de vue physiologique, neurophysiologique ou émotionnel, le mindset, etc., qui sont des clés qui sont en fait exactement les mêmes que monsieur et madame tout le monde, qu'on soit footballeur professionnel ou qu'on soit madame Durand, mère de famille à la maison avec 4 enfants, les sollicitations qu'on fait vivre à notre corps, les contraintes qu'on subit sont exactement les mêmes. Elles sont différentes, mais elles sont aussi importantes. Et donc, les clés qu'on va utiliser pour les grands sportifs, pour les athlètes, sont exactement les mêmes. C'est celles que j'utilise en conférence notamment, ou en accompagnement d'entreprise pour performer les managers, les collaborateurs, etc. Ce sont toujours les mêmes clés. Et donc, ces clés-là, j'ai décidé de les mettre à disposition de monsieur et madame tout le monde pour que tout le monde puisse en avoir conscience et que tout le monde puisse performer sa vie. Il n'y a pas que les athlètes qui doivent performer sportivement, tout le monde peut performer sa vie. Et donc, ces deux formations, pour moi, étaient très, très liées à ce webinaire-là, parce que le diaphragme est omniprésent dans les deux formations. Et donc, c'est pour ça que je souhaitais parler des deux. Ouais, l'angle de vue, le prisme est différent et elles sont complémentaires toutes les deux. Mais en tout cas, voilà, elle résume en tout cas, elle résume au contraire. Alors, le webinaire de ce soir était le résumé de chacune d'entre elles. Pour les clés de la performance, donc c'est 21 vidéos sur près de 10 heures derrière de vidéos que vous pouvez retrouver. Il y a un guide de plus de 80 pages et qui est extrêmement complet, sous forme de 5 modules. C'est sur 9 semaines, donc c'est vraiment un quotidien, des modules à appliquer au quotidien pour que ce soit vraiment ancré et que le changement se fasse petit à petit et que il y ait pas quelque chose, un one shot, une frustration, que ce soit vraiment quelque chose qui soit que ça devienne une routine concrètement et pas une petite formation, quelque chose qu'on introduise en profondeur dans sa vie. Donc celle-ci, elle est à 172 € ce soir au lieu de 286. Donc voilà, avec cette offre de lancement à 40% comme à chaque webinaire. Et puis la deuxième, les clés du tai chi au service de développement personnel. Donc celle-ci, c'est 34 vidéos. Il y a plus de 5 heures avec des documents pédagogiques, des exercices où tu retraces, comme tu le disais, ce chi, ce ki, voilà, au travers du yi, du mental, du li, du corps et du chêne de l'esprit. Voilà. On va œuvrer entre les trois. Et donc, celle-ci, elle est à 160 € au lieu de 268. Vous pouvez régler en 3 fois, vous le savez. Et vous retrouverez de toute façon toutes ces informations dès demain dans votre boîte mail avec le replay du webinaire de ce soir pour écouter et réécouter tes mots et tes partages. J'ai vu des petits commentaires qui disaient que parfois, il y avait beaucoup d'informations, c'est beaucoup de pépites que tu nous as partagées ce soir. Bon. Il faut le regarder les replays, regarder à nouveau le replay pour bien l'intégrer. Parce que c'est vrai que je suis passionné. Enfin, je ne sais pas si ça se sent. Si, ça se sent. Moi, je suis un passionné par l'humain et par nos mécanismes de fonctionnement. Et quand on me met le doigt dans la prise, il y a tout qui ça, je démarre. Et donc, je suis désolé. J'ai tendance à parler en plus de façon passionnée. Donc, peut-être que je donne trop d'informations, donc n'hésitez pas à revenir. Mais je reviens. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux formations. Moi, j'ai un conseil que je donne, que ce soit les webinaires que vous regardez ou bien les formations que vous suivez. Si vous achetez une formation, la mienne ou d'autres formations, peu importe, ce n'est pas le problème. C'est vraiment faire en sorte de les re-regarder. Pourquoi ? Parce que nos visions évoluent en même temps que nous. C'est-à-dire que la vision que vous avez de ce webinaire aujourd'hui, la vision que vous pouvez avoir d'une de mes formations aujourd'hui, va évoluer dans le temps. Pourquoi ? Parce que vous-même, vous changez. Vous-même, vous évoluez. Vous-même, comme tout être humain, on entend tous, on passe de la matrice, à la matière, à la verticalité, la spiritualité, et on évolue dans le temps. On grandit, on se crée notre être dans le temps. Et donc,
la vision qu'on va avoir des choses va évoluer en même temps que nous. Ce qui fait que la vision que vous pouvez avoir de ce webinaire ou la vision que vous pouvez avoir des formations que vous avez déjà vues ou que vous pouvez encore voir maintenant, va aussi évoluer dans le Et temps. oui. Donc, n'hésitez pas à re-regarder pour bien ancrer, pour bien intégrer. On change de Important. paire de lunettes pour avoir toujours des degrés de lecture toujours plus profonds à chaque Absolument. visionnage. Ouais, ouais. Et puis non, on sent ta passion. Les gens passionnés sont passionnants, donc c'est toujours un plaisir d'en Merci. Merci. et on ressent de nouveau ta passion dans tout ce que tu proposes, notamment les formations que tu nous proposes Ah ce ouais, soir. je les ai faites avec amour, hein. Enfin, je le dis vraiment sincèrement, elles sont faites avec passion, mais surtout et plus que tout avec amour et avec le cœur. Hmm. Je te propose de passer à Des quelques questions questions, bien sûr. qu'on a pu recevoir. Et puis, tu nous proposeras en fin de webinaire les exercices pour reprogrammer. Et on a bien compris l'importance qu'il y a de reprogrammer sa respiration. Alors, dans combien de temps? On prend quelques minutes pour répondre à quelques questions, Marie, Oui, et ensuite on passe très très rapidement aux exercices, parce que les exercices ouais. sont importants, ils sont très importants. Les deux, hein, que ce soit l'exercice la cohérence cardiaque vu par les moines Shaolin, ou que ce soit, je vous expliquerai pourquoi je le fais. Euh, Mhm. donc, les deux exercices. D'abord, je réponds à quelques questions si c'est possible, Oui, et alors on a après, je eu montre les plusieurs fois la exercices. question de l'eau, des conseils sur de l'eau. Ah, ouais, ça revient systématiquement. Quand on Ça est revient constitué souvent, mais oui, quand tu majoritairement parles de d'eau, l'eau. euh, forcément, forcément, ça revient. Ce que je vous conseille déjà, à moindre coût, à moindre prix, c'est de structurer votre eau. Structurer en créant des vortex. Donc, si vous devez faire quelque chose déjà basique sur votre eau, c'est que, alors moi déjà, je bois pas d'eau je bois pas en bouteille, je veux dire, bouteille plastique, tout ça, je ne le fais jamais. Surtout avec les résidus à sec qu'il y a qui sont hyper importants. Donc, je vais principalement boire l'eau du robinet que je filtre systématiquement, que je filtrais systématiquement, que je filtre encore. Je fais d'une autre façon maintenant, mais bon, je filtrais avec, même basique, hein, avec une Brita ou avec des filtres à charbon ou ce que vous avez, ce que vous pouvez, mais déjà filtré. C'est déjà mieux que rien, même si c'est pas parfait. Et une fois que vous avez filtré votre eau, tout simplement de la structurer, cette eau. Pour la structurer, il y a plusieurs solutions, soit en créant des vortex, soit en la mettant dans des bouteilles en verre à la lumière avec une bouteille plutôt bleutée pour l'impact de la lumière sur des photons, parce que l'eau, en fait, ce qui va impacter la structuration de l'eau, c'est principalement les champs photoniques, c'est tous les travaux qui sont faits sur l'eau et sur, c'est le professeur Pollack notamment qui a fait tous ces travaux-là, sur la structuration de l'eau au travers des champs, des champs photoniques. Bien sûr, les champs photoniques, c'est les champs lumière, les photons de la lumière, mais ce sont aussi ce qu'on appelle les biophotons, c'est-à-dire vos propres champs photoniques. De l'importance de modifier, de travailler sur vos émotions pour avoir des biophotons qui soient le plus structurants possible au niveau de votre eau, bien sûr, mais au niveau de l'eau sur laquelle vous allez vous adresser, c'est-à-dire les autres qui sont autour de vous, et l'eau en bouteille. Pourquoi? Parce que ça, c'est tous les travaux de notamment Jacqueline Bousquet, qui était chercheuse au CNRS, sur les travaux de la pensée et de la structuration de l'eau au travers des biophotons qu'on émet, au travers de nos propres pensées positives. Donc les notions de pensée d'amour, de pensée de gratitude, de pensée de choses comme ça qui vont venir structurer cette eau. C'est tous les travaux de Masaru Emoto que bon nombre de gens ont déjà entendu sur les réseaux. Donc, je filtre, je structure, soit par la lumière, soit par les biophotons, soit par la structuration en vortex avec une tige, en pensant à faire des vortex inversés. On habite dans l'hémisphère nord. Mm. Voilà. Et puis après, il y en a qui rajoutent un petit peu de bicarbonate pour alcaliniser. Mm. Ça, c'est le moyen le plus basique, on va dire, le moins Déjà une cher. bonne base. Après, voilà, après, pour ceux qui veulent, il y a d'autres moyens, il y a des fontaines, etc. Et puis, il y a même jusqu'à des fontaines qui vont alcaliniser. Voilà, moi, je sais que je consomme une eau très particulière, mais je ne suis pas là pour faire la pub de trucs. Donc, voilà, on a tout un panel, on va dire, de façons de structurer son eau, mais on n'est pas obligé d'avoir une eau, d'avoir une machine qui coûte cher, etc., pour pouvoir déjà structurer son eau. On peut le faire très basiquement. Après, si on veut avancer et qu'on peut, ben à ce moment-là, on change ces mécanismes, mais déjà très basiquement. Oui, déjà, ce que tu as partagé là, c'est une excellente base pour changer ses habitudes de consommation Déjà, hydrique. tout à fait, absolument. Et Ouais. puis surtout, penser
qu'une grosse partie de votre hydratation se fait au travers de votre alimentation, les fruits et les légumes, Oui. et que plus vous allez consommer des toxines ou des pesticides, des produits phytosanitaires des résidus dans vos fruits et dans vos légumes, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le CNRS, plus vous allez déstructurer la structure, on va dire, de cette eau moléculaire. Oui, tout à Donc, fait. voilà, éliminez les résidus, consommez bio si vous pouvez, et puis le reste, bah, vous faites tremper tout simplement pour éliminer les résidus toxiniques. À l'inverse de la respiration abdominale, la respiration trop développée dans le diaphragme réveille-t-elle le système sympathique? C'est Christophe qui te pose la question. Bah, ça crée, Christophe, merci de la question, ça crée surtout une dystonie neurovégétative, c'est-à-dire un déséquilibre sympathique-parasympathique. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on est sur une respiration thoracique haute, il ne faut pas oublier que ce qui est au niveau thoracique, ce sont tous nos ganglions orthosympathiques. Le parasympathique, lui, il est où? Il est au niveau crânien et il est au niveau sacré, c'est-à-dire au niveau du sacrum. Donc en haut et en bas. Par contre, et c'est lui qui inhibe, c'est lui qui ralentit. Par contre, le système orthosympathique qui va accélérer, qui va stimuler, qui va dynamiser, etc., il se trouve au niveau dorsal. Plus vous êtes sur une respiration thoracique, plus vous allez venir perturber cet équilibre, on va dire sympathique, parasympathique, donc orthosympathique, parasympathique, au travers, du diaphragme, mais aussi au travers de l'ouverture, enfin la mobilisation des chaînes ganglionnaires derrière qui se trouvent au niveau dorsal. Donc oui, vous allez créer ce qu'on appelle une dystonie neurovégétative, c'est-à-dire un déséquilibre, qui lui va après avoir des impacts sur notre vie de tous les jours. Tout à l'heure, c'est que dans le webinaire, tu as parlé que parfois, il peut être plus difficile de détendre au diaphragme à l'expiration. Et on a une question, est-ce que ça peut être le contraire? Est-ce qu'on peut avoir du mal à aller dans l'inspiration, à au contraire ouvrir? Bien sûr, non, mais tout est possible. Quand je dis on a plus de mal, c'est globalement les individus en général ont plus de mal. C'est comme je dis globalement, en Asie, il y a beaucoup de pieds plats. Ouais, mais est-ce qu'on peut avoir un pied creux en Asie? Mais bien sûr qu'on peut avoir aussi un pied creux chez les Asiatiques. Ce qui n'empêche pas que globalement, la plupart des Asiatiques ont des pieds plats. Là, c'est la même chose. Globalement, la plupart des gens qui sont sur une respiration inversée vont avoir plus de mal, on va dire, à aller dans l'expiration parce qu'ils ont du mal à détendre leur diaphragme. Ils sont sur des tensions diaphragmatiques importantes qui ne sont pas que diaphragmatiques, j'ai dit tout à l'heure, qui sont aussi souvent liées au psoas, le fameux muscle, ce qu'on appelle le muscle de l'âme, qui est le muscle qui vient s'accrocher sur les mêmes attaches, on va dire, certaines attaches que le diaphragme. Ça, c'est globalement. Par contre, il peut y avoir des cas de personnes qui sont sur une respiration paradoxale, mais avec plus de facilité sur... tout est possible. Moi, je ne m'étonne plus de rien avec le corps humain. J'ai vu tellement de choses qui pouvaient... si j'y avais avant pensé, j'aurais dit non, ça c'est impossible. Si j'avais été catégorique, je serais tombé de très très haut. Et j'ai vu tellement de choses qui me paraissaient impossibles, mais qui pourtant étaient réalisées et réalisables. Le corps a un pouvoir, le corps est surprenant, le corps a un pouvoir absolument fabuleux et le corps surprend toujours. Et les premiers à être surpris, ce sont nous, les thérapeutes, parce que le corps nous amène des fois dans des endroits où on ne s'attend pas du tout, parce qu'on ne pense pas que ça va réagir comme ça, alors que ça réagit comme ça. Donc, je ne suis plus surpris par rien, bien sûr qu'on peut tout avoir. On peut avoir des sprinters avec des pieds plats, alors qu'en général, le pied du sprinter, c'est plutôt un pied creux. Vous voyez voilà. Et on peut avoir des marathoniens, style des Kenyans, avec des pieds creux, alors qu'en général, le pied creux, c'est plutôt le pied du sprinter et le pied plat, c'est plutôt le pied du coureur de fond. Donc, on peut tout avoir. Tout est présent dans l'univers et notamment dans notre univers à nous, qui est notre microcosme à nous. Tout est possible. Alors, on a deux questions qui sont un peu techniques. Alors, peut-être que tu vas les aborder au moment où tu vas nous faire les exercices. On a Serge qui te dit, est-ce que les côtes descendent à l'inspiration et remontent à l'expiration? Et puis, Abiba qui te dit, comment est-ce qu'on conscientise sa respiration? Donc, tout ça, c'est un petit peu… Alors, oui, ça, on va le parler. Conscientisation de la respiration, on va le faire parce qu'elle se fait toujours au travers du moment présent, de la pleine conscience. On va le faire sur l'exercice. Le mouvement costal, il y a deux mouvements. Il y a les côtes partie haute et les côtes partie basse. Elles n'ont pas du tout le même mouvement sur la respiration. Les côtes basses vont avoir un mouvement d'ouverture, de fermeture. Très peu de mobilité verticale. Par contre, les côtes hautes vont avoir très peu de mobilité latérale et une grande mobilité verticale. Donc, ça dépend des côtes où vous êtes. Mais quand on est sur une respiration classique, physiologique,
on a une grande mobilité costale, certes, basse, donc latérale. Ouverture, fermeture, avec une légère composante, bien sûr, d'ascension. Mais c'est pas, le mouvement n'est pas le même en fonction des côtes basses et des côtes hautes. Si vous avez un grand mouvement costal haut, c'est que vous êtes dans une respiration aphysiologique. D'accord. Bah voilà, merci pour cette astuce-là pour s'identifier. Et du coup, comment conscientiser sa respiration? Alors, on va faire l'exercice tout de suite. Il y a encore, il y a plus que... Okay. Non, globalement, enfin, il y a des questions qui reviennent, il y a plein de questions, mais c'est des choses auxquelles j'ai peut-être répondu aussi pendant le webinaire. Oui. Il y avait une question, comment savoir si on a un diaphragme inversé? Donc, c'est dans l'exercice de respiration, comment on se rendre compte si on respire bien ou mal? Mais dans l'exercice que tu vas nous proposer, tu vas nous donner des astuces pour savoir arriver à s'analyser. Bien sûr. Première chose, la tête, je m'en fiche, hein, on n'a pas besoin de voir ma tête. C'est plus important de voir mon ventre que de voir ma tête. Première chose importante, c'est de comprendre que la respiration, la reprogrammation de cette respiration se fait toujours en pleine conscience, c'est-à-dire dans le moment présent. C'est la raison pour laquelle je fais un gros distinguo entre la reprogrammation de la respiration, même si elle se fait sur une base de cohérence cardiaque, et la cohérence cardiaque à proprement parler. Pourquoi? Parce que la cohérence cardiaque va être un exercice qu'on va faire toujours avec, très souvent, avec par exemple un rappel extérieur, une image, un son, une horloge, peu importe, quelque chose qui vient on va dire, nous guider dans notre respiration. Le problème, c'est que notre cerveau priorise et que si on a une sollicitation externe, si on n'est pas dans le moment présent, à l'instant présent, en pleine conscience de ce qui se passe, et si la tension est mise sur autre chose, ne serait-ce qu'une musique, ne serait-ce qu'un bruit, immédiatement le cerveau priorise, focalise sur autre chose, puis on n'est plus dans la pleine conscience de ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire que le cerveau priorise systématiquement. Il donne toujours la priorité. Donc, je vais vous demander, quand vous faites cet exercice, de le faire toujours dans un endroit où vous êtes seul, sans stimuli extérieur, sans visuel, seul avec vous-même et avec votre respiration. Donc, comment je vais travailler cette respiration? Je vais travailler, bien sûr, je vais me recentrer sur ma respiration. Comment je vais me recentrer sur ma respiration? Je vais tout simplement mettre ma main sur mon ventre. Alors, je peux le faire avec une main sur le ventre, une main ici, bien sûr, ou je peux le faire avec les deux mains comme ça. Moi, j'aime bien comme ça. Pourquoi je l'aime bien comme ça? Parce que du coup, je vais sentir, et notamment, je mets mes mains ici sur les insertions au niveau de mes clavicules et de mes côtes hautes, ici juste sous les clavicules, ce qui me permet, notamment quand j'inspire, de sentir si ça monte en haut. C'est-à-dire que s'il y a un mouvement vertical, je vais le sentir tout de suite. Ça ne doit pas bouger en haut, ça ne doit bouger que en bas. Donc, comment je vais programmer? Je vais fermer mes yeux. Là, vous ne voyez pas à l'écran parce qu'on voit que la partie basse de mon visage, mais j'ai les yeux fermés. Avec ces yeux fermés, je vais tout simplement focaliser mon attention sur ma respiration et sur mon ventre. Et je vais imaginer que mon ventre, c'est un ballon. Et un ballon, quand on fait rentrer l'air dedans, le ballon se gonfle. Et quand on vide l'air, le ballon se dégonfle. Il se gonfle, il se dégonfle. Si parmi vous, il y a des personnes qui, au moment où vous faites cet exercice, sentez que la main que vous avez sur le thorax bouge ou que vous sentez ce mouvement du thorax, ne vous bloquez pas, ne vous formalisez pas, ne vous auto-jugez pas, n'émettez pas une pensée là-dedans. Juste recentrez-vous sur le ballon qui doit gonfler et dégonfler. Et si vraiment vous n'arrivez pas à le faire, je vous montre l'exercice et après, je vous invite à le faire en position couchée sur votre lit avec les jambes en crochet, c'est-à-dire les genoux fléchis. Ça sera beaucoup plus facile pour vous de pouvoir respirer qu'avec une respiration abdominale. Donc, je focalise sur mon ventre qui gonfle et qui dégonfle. Maintenant, j'ai mes yeux fermés. Je peux avoir les yeux fermés avec des pensées sans arrêt qui fluctuent dans ma tête. En moyenne, 60 000 pensées par jour chez l'être humain. C'est colossal. On a des pensées à chaque nanoseconde.
pour faire taire le flux incessant de ces pensées, cette petite voix qu'on a dans la tête, le petit canard qu'on a sur l'épaule, je vais vous demander de faire une chose, c'est pour vous mettre dans ce moment présent, de mettre tout le focus sur le temps, sur une base de cohérence cardiaque, c'est-à-dire sur 10 secondes entre l'inspire et l'expiration. Et toujours pareil, la main thoracique ne bouge plus. Donc je compte dans ma tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Pour être sûr de faire des vrais 10 secondes sans avoir de stimuli extérieur, vous comptez dans votre tête, vous mettez le « et » entre chaque seconde. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Et je recommence. Alors maintenant, contrairement à la cohérence cardiaque, là vous êtes dans le moment présent, vous êtes en pleine conscience de votre respiration, en mettant tout le focus sur le ventre qui gonfle, qui dégonfle, et sur ces 10 secondes. Le mouvement du ventre va se faire naturellement après, vous n'aurez même plus besoin d'y penser, c'est que les secondes. Maintenant, pensez que vous devez inspirer sur un temps plus court que l'expiration. C'est-à-dire que si j'inspire sur 3 secondes, j'expire sur les 7 secondes restantes. J'inspire 3 secondes. J'expire. Une expiration plus lente que l'inspiration. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est que nous sommes sur un travail de reprogrammation. Et ce travail de reprogrammation, nous devons impérativement programmer notre cerveau au fait que l'expiration, la détente, le souffle est plus importante que l'inspiration. Donc, on va le faire pendant 1 minute ou 2, ensemble. Les yeux sont fermés, la main sur le ventre. Et tout de suite, je mets mon attention sur les secondes. Et je le fais encore une fois. Si j'ai des pensées qui traversent mon esprit, je les laisse passer. Tout de suite, je remets les focus sur le temps. Et quand j'ai fini, je peux ouvrir les yeux. Je reviens tout doucement en conscience. Tout mon focus était sur la respiration, surtout sur le temps. C'est-à-dire que vous n'avez, à partir du moment où vous mettez votre focus sur le temps, vous ne pensez ni au passé, ni au futur, ni aux autres. Vous êtes dans le moment présent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intégration d'un changement, on va dire, dans nos voies neuronales, ne peut se faire qu'au travers de ce moment présent. Si je respire, et je peux le faire tant que je veux, en ayant des stimuli à côté, en ayant les yeux ouverts, en ayant des repères visuels, en ayant des repères cutanés, auditifs, peu importe, mon cerveau va mettre le focus sur autre chose, je vais savoir respirer, je saurai le faire, mais je ne reprogrammerai pas. C'est-à-dire qu'en conscience, je pourrais le faire, mais dès que je bascule sur mes mécanismes d'automatisation, ce que nous faisons 98% de notre temps,
de vie, dès que je rebascule sur ces mécanismes d'automatisation, je rebasculerai sur des mécanismes inconscients avec ces voies neuronales qui reviendront parce que tout simplement, je n'aurai pas reprogrammé. Donc, quand on travaille comme ça, on reprogramme en pleine conscience dans le moment présent. Autre chose très importante, ne le faites jamais au même moment de la journée. Il y a plein de patients qui me disent, moi je fais cet exercice tous les soirs avant d'aller me coucher, c'est génial, je m'endors super bien. C'est vrai qu'on s'endort super bien quand on travaille cet exercice avant d'aller se coucher. Le seul souci, c'est que si on fait ça tous les soirs avant d'aller se coucher, vous l'avez compris, on programme son cerveau pour bien respirer le soir avant d'aller se coucher. Et le reste du temps, on continue à avoir une respiration dite inversée, paradoxale. Merci Abibaï pour votre retour. N'hésitez pas à nous partager ce que vous avez pu ressentir. C'est intéressant d'avoir vos retours. Est-il possible... Alors, il y a une petite question de Céline, mais qui peut intéresser d'autres auditeurs peut-être. Nasal, buccal, la respiration. Ah, très importante. Alors, quand vous démarrez ce travail respiratoire, faites-le au départ, je dis bien, avec une inspiration nasale et une expiration buccale. Pour une simple et bonne raison, c'est que comme on a du mal à doser les 7 secondes d'expire, ça nous permet, si je fais comme ça, ou si je fais en expirant avec le nez, tout de suite, je vais avoir tout mon flux d'expire qui va partir et je n'arriverai pas à doser 7 secondes. Pour pouvoir doser, c'est pratique au départ de pouvoir pincer les lèvres pour pouvoir doser le flux expiratoire. Et puis, une fois qu'on s'est habitué et qu'on est bien ancré là-dedans, à ce moment-là, je vous conseille de le faire sur l'inspire et l'expire nasal. Combien de temps faut-il s'entraîner à faire ce type de respiration? Alors, pour reprogrammer une voie neuronale, je vais être très cash avec vous, c'est entre 21 et 45 jours en fonction de nos âges, forcément, et de nos mauvaises habitudes, parce qu'il faut déprogrammer. Reprogrammer juste une habitude, c'est 21 jours. On le dit, quoique, il faut plus de temps pour les personnes un peu plus âgées, tout simplement parce qu'on a moins de myéline, donc moins de vitesse de conductibilité de l'information. Par contre, là, il faut déprogrammer pour reprogrammer. Ça prend plus de temps. Comptez 41, 45 jours pour déprogrammer, reprogrammer. Combien de temps il faut le faire? Le minimum syndical, c'est 3 minutes, tous les jours. Par contre, c'est jamais au même moment et c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je vais être très honnête, cet exercice-là, même quand vous l'aurez fait, les bienfaits derrière physiologiques et neurophysiologiques et liquidiens sont tels de cet exercice que même quand vous aurez reprogrammé, je vous conseille, au même titre qu'on va se laver les dents, tout simplement de prendre ces 3 minutes-là pour respirer. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre corps. Formidable, merci pour ces spécificités. On a une question, est-ce qu'il y a des contre-indications par rapport à cette respiration? Alors, on a une question précise par rapport à un AVC. Ouais. Est-ce qu'il y a des contre-indications alors pour l'AVC de manière générale à suivre cette respiration? Alors, cette respiration, aucune contre-indication à partir du moment où vous mettez aucune hyperpression, bien sûr, forcément. Le flux doit être libre. Et au contraire, je vais bien dire au contraire, l'impact de cette respiration, notamment sur les flux liquidiens, ne pourra être que bénéfique en post-AVC direct. C'est un exercice, moi je travaille beaucoup en EMS en Suisse, c'est-à-dire en EHPAD en France et en EMS en Suisse, je forme le personnel soignant et notamment en Suisse, il y a des formations sur mobilisation et autonomisation de la personne. Et dans ce travail de mobilisation de la personne, un gros travail que je fais faire à ces soignants avec leurs résidents qui sont souvent avec des séquelles d'hémiplégie, des séquelles d'AVC, c'est de travailler sur la respiration. Parce que c'est un bienfait énorme chez les personnes âgées, notamment les personnes qui ont subi un AVC. Donc, aucune contrainte tant qu'on n'est pas dans des amplitudes forcées, forcément. Bon, merci pour ces précisions. Tu voulais peut-être nous proposer... Le deuxième exercice. Alors, je réponds juste à Marie. Est-il l'idéal de faire aussi la cohérence cardiaque? Ce sont deux choses complètement différentes. Un, vous allez reprogrammer par rapport à tout l'impact liquidien, etc., tout ce que j'ai dit aujourd'hui. L'autre, vous allez corriger des dystonies neurovégétatives, c'est-à-dire rééquilibrer votre système neurovégétatif, réguler votre rythme cardiaque avec votre rythme respiratoire et avoir plein de bienfaits qui sont surtout des bienfaits neurovégétatifs, de l'impact neurovégétatif. L'impact n'est pas du tout le même. Donc, vous pouvez faire les deux. Les deux, mon capitaine.
Alors, le Bref. deuxième exercice, c'est un exercice que j'ai appris, moi, en fait, dans les années 80, les années 80 pour nos amis belges et nos amis suisses, qui est un exercice que j'ai appris avec des moines Shaolin. Tout simplement parce qu'à l'époque, je pratiquais, peu de gens le savent, mais j'ai participé, enfin, du moins, j'ai été sélectionné en France pour les championnats du monde de boxe chinoise à Taipei, et en 86, en 1986. Et donc, je me suis entraîné forcément avec des maîtres Shaolin. Et on avait un exercice, pourquoi? Parce que sur les principes de combat en Chine, les combats sont longs, les combats sont sur un ring, et le rythme cardiaque monte très très vite, un peu comme en boxe thaï. D'ailleurs, à l'époque, je faisais aussi de la boxe thaï, et j'utilisais cet exercice-là en boxe thaïlandaise. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on a le rythme cardiaque qui monte très 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 rapidement, à 190, 200, mais alors très très vite. Et quand on a des pauses entre chaque round, on a 45 secondes. Et en 45 secondes, il faut faire descendre son rythme cardiaque. Il fallait faire descendre son rythme cardiaque très rapidement pour pouvoir durer dans le temps et être performant en combat, on va dire. Donc, les maîtres Shaolin nous donnaient un exercice qui était déjà une cohérence cardiaque, puisque c'était sur la base des 10 secondes. C'était sur une base avec une cohérence cardiaque un peu euh, qui ressemble plus à l'exercice de reprogrammation que je vous ai fait, c'est-à-dire une cohérence cardiaque sur lequel le travail, le flux expiratoire est plus lent, on va dire plus long que le flux inspiratoire. Pourquoi? Parce que quand on veut ralentir son rythme cardiaque et quand on veut rééquilibrer son rythme cardiaque, je connais beaucoup plus de gens qui sont au-delà de la norme cardiaque qu'en deçà de la norme. Donc, du coup, on va plutôt chercher à ralentir plutôt qu'à accélérer son rythme cardiaque. Or, il se trouve que l'inspiration accélère, l'inspiration tend, l'inspiration contracte, l'inspiration stimule l'orthosympathique. L'expiration, quant à elle, au travers du mouvement du diaphragme, va venir stimuler le parasympathique. L'expiration va venir ralentir, va venir détendre les tensions musculaires, va détendre le diaphragme. Le diaphragme se détend sur l'expiration. Ce qui veut dire que quand on va vouloir ralentir, on va travailler plus sur un flux expiratoire. Donc là, on peut même soit le faire sur du 3-7, soit carrément aller sur du 2-8, c'est-à-dire j'inspire 2 secondes et je, je mets mon flux sur les 8 secondes restantes. Comment je fais pour faire cet exercice? Je me mets en écoute de mon. Je ne suis pas obligé d'avoir les yeux ouverts ou les yeux fermés, d'être centré dans le moment présent. Ce n'est pas une reprogrammation, hein. C'est un exercice en pleine conscience, mais qui n'est pas, même s'il y a des stimuli extérieurs, ce n'est pas bien grave. Je me mets les doigts et je prends mon pouls, soit au niveau de la carotide, soit au niveau radial. Moi, personnellement, je préfère, je la prends mieux au niveau radial, donc je suis sur mon pouls radial et je sens mes pulsations. Donc je sens mon pouls qui fait. Chacun a son rythme, chacun sent son pouls. Maintenant, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on va faire en prenant son pouls? On va mettre le focus, toujours pareil, sur la respiration. Donc je vais inspirer 2 secondes et je vais expirer les 8 secondes restantes. Sauf que mon expiration, je vais la scander. Tiens, je vais la. Je vais fractionner mon expiration. C'est-à-dire que je vais impulser et je vais le faire en conscience en mettant toute mon attention et mon focus sur mon cœur, sur mon rythme cardiaque, en imposant, entre guillemets, par ma pensée, ce rythme. Oui. Là encore, tu nous montres par la bouche, mais on peut le faire par le nez. On peut le Saccadé, faire par le nez. Je vous montre par la bouche pour que vous sentiez, vous entendiez on le. entend bien. Mhm. Parce que j'ai un micro. Si je fais. Et on entend moins bien tout de On suite, entendra effectivement. tout de suite moins bien. Donc c'est ça que je fais exprès de faire plus de bruit. Ouais, ouais. Non, mais c'était bien de Le préciser, gros voilà. avantage aussi de la bouche, je le dis pour ceux qui démarrent, c'est que vous pouvez pincer et, on va dire, doser le flux expiratoire. Donc, je prends mon pouls, j'ai les yeux. Bon, moi, j'aime bien le faire avec les yeux fermés. Et j'inspire, je sens mon pouls d'abord. Je prends, j'inspire normalement, une bonne inspiration abdominale. Mon pouls est présent, je le sens bien. 3, 2, 1, je commence.
je mets vraiment le focus sur le rythme cardiaque. Alors, je ne vais pas réussir, bien sûr, au départ à le faire baisser. Je ne vais pas réussir à le ralentir dans le rythme que je souhaite lui donner, mais je vais sentir, je vais analyser, je vais être conscient que là, mon rythme va pouvoir, poum, des fois, comme s'il ratait un battement, il va ralentir et puis il va reprendre. Et puis il ralentit à nouveau, et puis il reprend. Il va commencer à être un petit peu, on va dire, arythmique, ce rythme. Je peux lui donner le rythme que je veux. Je peux mettre beaucoup de temps entre chacune de mes expires. Comme je peux lui mettre un rythme plus rapproché. J'essaye toujours de mettre un rythme légèrement plus lent, mais à peine plus lent que son rythme actuel. C'est ça qui va donner l'impact derrière. Et petit à petit, ce ralentissement de rythme que je donne au travers de ma respiration en pleine conscience, en étant en synchro, moi, avec mon propre rythme cardiaque, au travers de ma respiration, je diminue petit à petit ce rythme-là au fur et à mesure des exercices et de cette pratique. Et je le fais de façon récurrente, régulière. Croyez-moi, beaucoup de combattants le font, beaucoup de Chinois le font, de praticiens, de maîtres de temple dans les temples Shaolin, les élèves le font. On travaille sur cette respiration-là. Moi, j'ai appris avec une approche qui est semi-interne, qui s'appelle le Pak Mai Pai. C'est l'art du vieux sourcil blanc. C'est un style qui est très interne, enfin semi-interne, mais qui est très combat aussi. Tous les praticiens et les maîtres de Pak Mai Pai travaillent sur ce rythme, ce ralentissement cardiaque pour pouvoir synchroniser son rythme cardiaque avec son rythme respiratoire et baisser son... Croyez-moi, quand vous prendrez conscience, parce que ça arrivera, ça sera le cas, si vous le faites, ça marche bien sûr, mais ça ne marche que si on pratique. Quand on prend conscience qu'on a la capacité de pouvoir, par la pensée, par le travail respiratoire, impacter et ralentir son propre rythme cardiaque, là, on prend réellement conscience que on est des super-héros avec des pouvoirs illimités et que les seuls freins que l'on ait, ce sont nos freins de notre mental derrière, qui pense qu'on n'en est pas capable. Donc, prouvez-vous que vous êtes capable de le faire. N'hésitez pas à nous partager ce que vous avez pu ressentir pendant ce second Oui, exercice. est-ce que vous avez senti, Ouais. alors je n'ai pas compris dans le premier exercice, non, on ne compte pas 10 secondes pendant l'inspiration. Dans le premier exercice, Marie, c'est 10 secondes globales avec 3 secondes sur l'inspire et 7 secondes restantes sur l'expire. Le deuxième exercice, c'est Quand 2 l'utiliser. secondes qu'on a fait, c'est 2 secondes sur l'inspire, on accentue plus l'expiration. C'est l'expiration qui détend, qui ralentit, qui stimule le parasympathique. Un conseil pour utiliser ce deuxième exercice? Daniel te demande. Un conseil pour utiliser? Quand l'utiliser? Ah, quand l'utiliser? Alors, de façon, déjà, quand je me sens un peu tendu, moi je le fais quand je fais du sport, quand je reviens, quand je cours, systématiquement après avoir couru, quand je marche pour ralentir mon rythme cardiaque, je prends mon pouls et je travaille sur ma respiration. Quand j'ai un entretien d'embauche, enfin moi j'ai pas d'entretien d'embauche parce que je suis indépendant, mais quand j'ai un entretien par exemple avec un client, avec un prospect, quand j'ai une discussion à avoir avec quelqu'un, quand j'ai une discussion un peu qui peut amener vers un conflit, je le fais systématiquement pour me remettre dans le moment présent et pour me mettre dans ma bulle et pour ne plus me laisser envahir par les émotions et le rythme cardiaque qui va derrière être juste une réaction physiologique avec cette montée de cortisol, etc. etc. Toujours avec le ventre, c'est mieux, Catherine, toujours avec le ventre. Combien pour l'expiration? Premier exercice, je le redis, sur 7 secondes, deuxième exercice sur 8 secondes. Pourriez-vous détailler davantage le deuxième exercice? Tu viens peut-être de le faire, peut-être qu'il y a un petit décalage. Oui. Tu peux l'écrire, mais je pense que tu viens de le Je repartager. prends mon pouls. Une fois que je me suis calé sur mon pouls, j'inspire tranquillement 2 secondes. Toute mon attention, mon focus est mis sur mon rythme cardiaque et je viens expirer avec la bouche au départ en donnant une rythmicité
qui est légèrement plus lente que mon rythme cardiaque par la pensée, en visualisant mon rythme cardiaque qui diminue. Au départ, vous n'allez pas le sentir réellement, puis vous allez sentir comme des arythmies, c'est-à-dire un rythme qui va peut-être de temps en temps ralentir. Et ça, Marie qui partage ça, ouais. Ce sont les premiers prémices, on va dire, de l'impact de la pensée, de la respiration. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit dans le webinaire, ce qui permet de faire ça, ce sont notamment ces fameux flux liquidiens avec ces ondes électriques qui remontent, je l'ai dit tout à l'heure, par l'intestin, mais surtout qui remontent jusqu'à notre cœur pour modifier les champs vibratoires du cœur. Et donc, forcément, les champs électriques du cœur, nos rythmes cardiaques ne sont que des process électriques. Voilà. Est-ce que tu conseilles respiration alternée droite-gauche pour activer oui, tout à fait. Par rapport aux capteurs neurovégétatifs qui sont notamment présents dans le nez, au niveau du nez, au départ, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Une fois que j'ai pris l'habitude, j'inspire par le nez, je souffle par le nez. Et quand je suis vraiment rodé, après, je passe sur une inspiration par une narine et une expiration par une autre narine. Ok. Tu as répondu à la question pour le premier exercice, mais pour le deuxième exercice, par rapport aux contre-indications, on a Martine qui nous demande par rapport aux asthmatiques. J'ai vu une question aussi quand on a un pacemaker. Est-ce qu'il y a des contre-indications sur le second exercice? Donc le premier, tu as dit que non. Alors, ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que tout simplement, on retourne vers une physiologie. Qu'on soit asthmatique ou qu'on soit avec un déséquilibre de fibrillation ventriculaire ou en général, pacemaker, c'est ventriculaire ou auriculaire. Ce sont des déséquilibres, donc c'est une aphysiologie. Le fait de se remettre dans cette physiologie permet au contraire de pouvoir réguler, c'est-à-dire de pouvoir revenir vers une norme, une normalité. Donc, je prends un exemple, c'est un travail qu'on fait beaucoup en kinésithérapie respiratoire sur notamment les asthmatiques. On va systématiquement leur apprendre à expirer, à travailler sur l'expiration et à dominer et à gérer leur expiration. Et c'est au travers du travail sur l'expiration qu'on arrive à gérer l'inspiration derrière, qui est le gros problème des asthmatiques. C'est-à-dire qu'il y a cette impression d'étouffer avec des spasmes, avec des spasmes au niveau des bronchioles qui font qu'on a l'impression que l'air ne rentre plus, et cet air qui souffle, on va dire, tout simplement qui est lié à ces spasmes, ce souffle, on va dire, sifflant au niveau de la respiration. C'est un gros travail qu'on fait en kinésie respiratoire à travailler sur cet exercice respiratoire de rééquilibrer, on va dire, la physiologie. S'il y a bien un déséquilibre, une pathologie qui est liée à un déséquilibre, on va dire neurovégétatif, c'est bien l'asthme. Puisque nous, en technique d'ostéopathie, on vient travailler notamment ici, surtout le système parasympathique. Ici, pour activer et stimuler au niveau de la côte. Là, il y a une encoche ici, à un tiers de tiers, là, une petite encoche sur la côte où passe un nerf, ici. Une ramification, on va dire, qu'on vient stimuler par des points de pression pour venir rééquilibrer, on va dire, ces déséquilibres neurovégétatifs. Donc, c'est vraiment un travail neurovégétatif. D'accord. Donc, pas de contre-indication pour personne, pour retrouver, en fait, tu nous réapprends, tu nous reprogrammes dans notre physiologie, dans notre respiration naturelle. À l'expiration, faut-il rentrer, pardon. Je vois des questions, excuse-moi, parce que je vois des questions. Et oui, il y en a beaucoup, le temps passe. Alors, et c'est mon vrai rythme cardiaque à moi, il est à 55 pour répondre à Régis. Claude, à l'expiration, faut-il rentrer le ventre le plus possible? Oui, il faut le rentrer le plus possible. C'est votre transverse qui travaille sur l'expire. Maintenant, il faut pas, c'est pas non plus du vacuum qu'il faut faire, mais juste expirer avec le ventre. Est-ce que ça peut aider pour les arythmies? Oui, ça aidera pour les arythmies. Avant, je faisais la cohérence dit avec le premier exo, plus besoin de cohérence cardiaque. Non, je l'ai dit tout à l'heure, c'est deux choses complètement différentes. Moi, je fais les deux. Donc, voilà. Impact sur la tension artérielle? Forcément, la tension artérielle, encore une fois, c'est un déséquilibre neurovégétatif. Et pour un fumeur? Parce que ça peut aider pour un fumeur, dans tous les cas. Alors, ça ne va pas l'aider à s'arrêter de fumer. Ça, c'est juste les mécanismes de fonctionnement. Mais peut-être qu'il peut se dire, encore une fois, dans une croyance, je vais aider mon système respiratoire. Donc, si vous êtes persuadé que travailler la respiration vous aidera à arrêter de fumer, ça vous aidera à arrêter de fumer. Bien sûr, ça, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, c'est surtout pour optimiser la physiologie bronchique
dépend de notre système neurovégétatif aussi. Donc, de toute manière, tout ce que vous allez faire dans le sens de cet exercice respiratoire, ou l'un ou l'autre, vont venir aider, on va dire, les aphysiologies. Bon, j'espère en tout cas que vous repartez avec plein d'outils, là, que vous avez appris plein de choses ce soir et j'en suis absolument convaincue. Et puis avec ces 2 exercices, on est dans le concret, dans le pratique. Hein. On a eu de très très beaux commentaires. Merci à tous hein, pour vos partages. Linda qui te remercie. J'ai vu également, parce que c'est toujours vous qui parlez le mieux de vos expériences, j'ai vu Dominique qui a dit merci beaucoup, j'adore, je pratique déjà le Tai Chi Kong et j'ai suivi la formation de Silver et de Brice, ce qui est génial. Merci encore. Donc, le prénom, pardon ? C'est Dominique. Merci Dominique. Merci. On l'a fait vraiment avec le cœur, donc pour moi c'est la plus belle des récompenses, le plus beau ça vaut tous les salaires du monde de voir un retour comme ça et de me dire que ça a pu apporter quelque chose, des clés, ça a pu vous aider, on va dire, dans votre développement, dans votre conscience personnelle. Ouais, rien n'est plus précieux que les partages et voilà ce que vous avez vécu, et donc là on sentait que ça venait du cœur, donc merci Dominique. Et puis il y a plein de retours. Merci beaucoup Silver pour la générosité de tes partages, toujours les infos et puis le concret, parce que tu nous le répètes à chaque fois, c'est à travers de l'expérience qu'on ancre en profondeur les pratiques. Et puis merci à tous pour votre présence. J'espère que vous avez vraiment passé une belle soirée et que vous allez mettre en pratique, que nous allons tous mettre en pratique ces outils que tu nous as partagés ce soir. Ces respirations, 5 minutes, entre 3 et 5 minutes au minimum, et déjà ça au quotidien. Déjà, mais vous n'avez pas idée de l'impact que ça peut avoir sur votre être et sur votre bien-être et sur votre surtout. Moi je dis changez votre respiration et vous changerez et les autres autour de vous changeront et le monde autour de vous changera, parce que la respiration est la base des flux liquidiens et des flux vibratoires. Impactez vos flux vibratoires et vous verrez l'impact que ça a autour de vous. Oui, on est inspirant. Quand on commence à changer soi-même, on est automatiquement inspirant autour de nous et les gens autour de nous changent avec nous. C'est très juste. Merci beaucoup pour vos commentaires et ils te remercient tous. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté, d'être restés jusqu'au bout. Merci. Merci beaucoup pour vos retours chaleureux. Merci encore Silver. Et puis vous retrouvez toutes les informations dès demain dans votre boîte mail avec le replay et le détail des 2 formations de Silver. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin dans tous les partages avec passion et amour que vous propose Silver. Merci à vous. Au plaisir de vous retrouver très vite. Toi, certainement ici. Et puis vous tous pour repasser une soirée tous ensemble. À très bientôt. Très belle soirée à tous et à toutes et merci.